Bonsoir à tous. Merci d'être venus donc à cette deuxième édition de ce cycle qu'on a lancé avec DLV 2030. Donc l'association que nous avons créée tous les quatre il y a maintenant quelques mois, c'était juste un peu avant l'été. Donc Durance, Luberon, Verdon, 2030. Donc on a eu il y a 15 jours la première soirée qui a été un bon succès. On a eu plus de 100 personnes qui sont venues pour écouter Joël Guillot, qui est donc climatologue. Et ce soir, donc, on est ravis d'accueillir Hendrik Davy, qui est avec nous là ce soir et qui va nous parler des forêts. En deux mots, donc la soirée va se scinder en deux parties. Il y aura la première partie où Hendrik Davy va nous parler des forêts, et puis en deuxième partie, on aura une table ronde, toujours sur le thème des forêts évidemment, avec quatre intervenants que va nous présenter Catherine, qui sont vraiment du cru et qui pourront vraiment rattacher tout ça encore plus localement à la région de Manosque. Et puis voilà pour le moment. Je passe la parole à Catherine. Je présente peut-être juste Marilyn, Cécile et Catherine, et moi donc Sébastien, qui sommes donc à l'origine de DLV 2030. Oui, avant de parler, je vais passer la parole à Marilyn qui va vous resituer pour ceux qui ne sont pas venus ou qui n'ont pas vu encore l'information sur le cycle. En fait, il va y avoir d'autres dates, donc elle va vous redire les dates des prochaines conférences. Voilà, donc la prochaine conférence aura lieu le 12 décembre et la thématique, ça sera l'eau, donc l'impact dérèglement climatique sur l'eau. Ensuite, le 16 janvier, c'est l'agriculture et le 13 février, biodiversité. Donc ça, c'est donc pour les trois prochaines conférences. On a une quatrième qui est prévue sans doute en mois de mars, peut-être au mois d'avril, sur la thématique de l'énergie. On n'a pas encore de date. Donc dès qu'on aura une date, on vous la communiquera. Donc je vous rappelle, prochaine conférence le 12 décembre prochain sur l'eau. Voilà. Il y a des personnes qui nous ont demandé qui étaient là à la première conférence s'il y avait moyen de la revoir. Donc on a mis en ligne, on a une page Facebook qui s'appelle DLV 2030. Donc normalement sur Facebook, il y a la première conférence en ligne. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, il y a aussi un site internet qu'on a construit. Il est en création, donc il y a déjà un peu des documents sur le climat, sur ce dont on a parlé la dernière fois. Il y a des documents aussi sur la forêt, et puis au fur et à mesure, on va alimenter avec les thématiques de nos conférences. En tout cas, sur le site internet, il y a aussi moyen d'accéder à la première conférence. On va remercier d'abord toutes les personnes grâce auxquelles on est là aujourd'hui. Donc en premier lieu, la mairie de Manosque qui nous prête cette salle très pratique. Et Olivier qui nous rend bien service en faisant l'éclairage, la sono. Merci à Christophe et Noé qui s'occupent de la vidéo pour pouvoir vous communiquer les conférences dans l'après-coup. Merci au Grec Sud, au Parc du Luberon, à la Maïf, à Fréquence Mistral, à la Thomasine, à Loubio, à Jade pour le design, et merci aussi à tous les intervenants qui ont répondu vraiment la plupart du temps oui assez vite. Donc vous allez en rencontrer ce soir, il y en aura d'autres sur les prochaines conférences. Peut-être tout à l'heure on vous présentera, donc ils se présenteront d'ailleurs tout seuls, ils sont là. Il y aura le parc du Luberon, il y aura l'ONF, les pompiers et un réseau sur des alternatives forestières. Donc après chacun vous dira un peu de sa place, voilà ce qu'il fait par rapport à cette thématique. Ah non, la petite séquence, pardon, j'ai oublié la petite séquence avant de laisser la parole à Hendrik, pardon. La première fois, on l'a déjà fait. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, j'ai jamais fait ça !» En fait, c'est pour dégeler un peu la salle. En fait, c'est surtout pour vous rencontrer. Là, je vais vous lire juste un petit texte de Pierre Le Tagui. Donc, il y a sûrement plein de gens qui connaissent Pierre Le Tagui, qui est un grand ethnobotaniste de la région et qui a beaucoup travaillé sur les plantes. Il a écrit un petit texte que j'aimais bien par rapport à la thématique de ce soir. Et c'est à partir de ça que je vais vous laisser causer entre vous pendant 5 minutes. Il dit dans un livre qui s'appelle « Une ethnobotanique méditerranéenne ». Il va de soi que d'ici la fin du siècle, avec la crise climatique, le paysage végétal méditerranéen connaîtra des bouleversements de grande ampleur, au moins analogues à l'extension du pin d'Alep durant le XXe siècle. Et il conclut « Il faut se dépêcher de faire provision de cartes postales.
Donc ce soir, ce qu'on vous propose avec votre voisin, votre voisine, c'est pendant 5 minutes de vous parler de quelle est votre carte postale de la forêt aujourd'hui ici. Qu'est-ce qui vous plaît dans la forêt, comment vous la voyez, et peut-être d'échanger sur votre carte postale de demain, comment vous voyez demain la forêt. Voilà, la parole est à vous. Excusez-moi de vous interrompre, c'est juste pour qu'on essaie de garder un petit peu un œil sur l'heure. Je vous présente donc Hendrik Davy, qu'on est ravi de recevoir. J'avais eu l'occasion de voir à Marseille il y a quelques temps pour une soirée sur le thème de l'écologie, et sa présentation était passionnante, donc on a de la chance de l'avoir ce soir. Il est chercheur spécialisé en écologie à l'INRA d'Avignon, qui deviendra bientôt l'INRAE, on l'a appris. Et je vous laisse tout de suite en sa compagnie. Bonne soirée. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc merci pour l'invitation. C'est un plaisir en fait. Alors, vous avez de la chance parce que la recherche, c'est encore de la recherche publique. Donc ce que je vais vous raconter, j'ai aucun intérêt par rapport à ce que je vais vous raconter. On est encore un service public, profitez-en. Ça ne durera peut-être pas tout le temps, hein, voilà. Et donc effectivement, c'est dans notre rôle aussi en tant que fonctionnaire. Hein. Je fais mon petit couplet syndical au départ. En tant que fonctionnaire, c'est aussi notre rôle en fait de faire du transfert. Et donc nous on appelle le transfert, c'est d'aller soit vers les forestiers ou les citoyens et raconter un peu ce qu'on fait. Alors j'ai reformulé le titre et le titre que j'ai choisi, c'est Impact du changement global sur les forêts méditerranéennes. Alors pourquoi global ? Parce que j'ai toujours pensé, et on est quand même nombreux à le penser, que c'est pas une bonne façon de procéder que d'isoler le changement climatique des autres facettes du changement global. Si on veut trouver des réponses globales à des problèmes qui sont globaux, il faut envisager l'ensemble des facettes. Alors quand on regarde ce qui impacte la forêt méditerranéenne, on a les différents éléments du changement global. On a l'habitat qui change, et j'en parlerai pas trop ici, mais c'est un des éléments les plus importants dans le changement global en zone méditerranéenne, où on a un morcellement de l'habitat, et donc où on a l'habitat de plus en plus qui rencontre la forêt, avec la déprise agricole. On a des modifications dans les transports, l'industrie, l'agriculture, l'urbanisme, qui vont entraîner un certain nombre de changements au niveau de l'atmosphère et des sols. Alors bien sûr, ce qui est le plus connu, c'est que les transports et l'industrie, les flèches ont la taille à peu près pour la zone PACA, produisent des gaz à émissions des émissions de gaz à effet de serre, mais ça produit aussi d'autres choses, comme de la pollution à l'ozone, on en entend souvent parler. L'industrie et l'agriculture, surtout l'agriculture ici, produisent des pollutions azotées, qui vont avoir des effets négatifs, mais aussi des effets positifs sur la croissance des forêts, j'y reviendrai. Et l'agriculture et les plans d'urbanisme vont avoir des effets concrets sur le changement d'usage des sols dont je vous ai parlé. Et tout ça va entraîner, évidemment, va contribuer au changement climatique, hein, notamment pour les émissions de gaz à effet de serre. Mais on va avoir d'autres composés qui peuvent ici être émis comme les composés organiques volatiles, qui sont émis par les forêts déjà, mais qui sont aussi émis par l'industrie et qui vont aussi interagir avec l'ozone, le changement des pratiques et le changement climatique sur le risque incendie. Donc vous voyez, c'est tout ce contexte de changement que connaît la région PACA. Là, j'ai ciblé sur la région PACA pour les chiffres. Donc les sources d'émissions de gaz à effet de serre en PACA. C'est important de bien les connaître. Je pense que peut-être que Joël en a parlé la semaine dernière, ça fait redite, mais bon, ça rentre un peu dans la tête. La première source d'émissions, et c'est quand même une spécificité de PACA, c'est l'industrie et les traitements des déchets. On a toute la zone de Fos-sur-Mer, ça explique pourquoi on a une part importante de l'industrie. La deuxième raison, c'est les transports routiers. Et la troisième, c'est les transports non routiers. Et ensuite, on a le résidentiel et le tertiaire, qui est plus faible qu'ailleurs, parce que globalement, il fait moins froid, hein, ça ne vous a pas échappé. Donc globalement, on a des émissions de gaz à effet de serre qui sont importantes en PACA. Et on a aussi donc une spécificité qui est ces émissions de polluants, notamment dues à l'étang de Berre, mais aussi dues à la chaleur. On a des pics d'ozone qui sont importants. Je vous ai représenté aussi l'évolution des pics d'ozone en bas à droite. Alors, qu'en est-il du changement climatique ? Donc là, je vous ai présenté une figure en bas à gauche qui correspond, j'en représenterai d'autres par la suite, hein, aux augmentations de température à Marseille. Donc quand on parle du changement climatique, c'est pas le futur, hein, ça je pense que vous êtes déjà au courant. Le changement climatique a déjà eu lieu et on le voit de manière très concrète sur les températures ici à Marseille.
Alors, quel est le rôle des forêts dans ce contexte de changement global? Le premier rôle qui a toujours été bien documenté, c'est que les forêts séquestrent du carbone. Alors, on va commencer par la figure de droite. Alors, il y a beaucoup de figures, bon, c'est un scientifique, voilà, sur les changements climatiques en général, on aime bien faire des figures, c'est assez représentatif. Néanmoins, on n'est pas tous égaux par rapport à ce genre de représentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a le temps. On a 45 minutes, je vais vous barber avec plein de figures. Et beaucoup de biologie à un moment, parce que je fais le choix d'aller rentrer vraiment précisément dans les connaissances scientifiques. Donc n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, à droite, vous avez la représentation des émissions de gaz à effet de serre en noir. Donc là, on le voit bien, ces émissions de gaz à effet de serre depuis 1960. Donc ça, c'est à l'échelle de la planète. Hein. Elles augmentent très fortement. Mais finalement, ce qui est stocké dans l'atmosphère, en vert, augmente. Alors là, c'est pas le cumul, c'est les émissions annuelles. Ça, c'est les émissions annuelles. Et ça, c'est l'augmentation de façon annuelle dans l'atmosphère. Alors la première chose que vous voyez aussi, c'est qu'on est loin d'être sur une pente, une bonne pente, puisqu'on continue chaque année à émettre plus, l'atmosphère continue à absorber de plus en plus de CO2 et augmente en termes de CO2 dans l'atmosphère, ça augmente. Mais ça augmente moins que ça devrait, car les forêts stockent du carbone. Alors, il y a 2 puits de carbone, hein, donc je pense que Joël en avait parlé la semaine dernière, mais il y a les océans qui captent une partie du CO2, et les forêts qui en captent une autre partie. Ça veut dire que ce qu'on émet dans l'atmosphère, il y en a une partie qui est captée par les forêts et par les océans, ce qui nous évite le pire. On aurait un changement climatique beaucoup plus fort s'il n'y avait pas ces tampons, en fait, hein, ces tampons naturels. Donc ça, c'est vraiment un rôle important des forêts. Et là, j'ai représenté à gauche, c'est un bilan qui a été fait en 2019 sur les capacités de stockage de carbone des différentes forêts à différentes périodes. Et on voit, pour des climats tempérés, que les forêts européennes stockent quand même beaucoup. Elles stockent plus que les forêts chinoises ou américaines, ou un peu moins que les forêts japonaises, probablement parce qu'il pleut pas mal dans ces endroits-là. Alors, il y a d'autres rôles évidemment à la forêt. C'est pour ça que si on veut adapter la forêt et prévenir le changement climatique, il faut envisager aussi les autres rôles, parce que sinon, en fait, on a toujours pareil, on n'a qu'une facette du problème. Alors, un des premiers rôles de la forêt, c'est la biodiversité, donc notamment en zone méditerranéenne. On a 5%, ça correspond à 5% de la surface mondiale, mais à 20% de la biodiversité. C'est ce que nous disent les gens qui travaillent sur ces questions-là. L'autre point très important de la forêt méditerranéenne, c'est la protection contre l'érosion et les crues. Il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle, quand il y avait ces pluies importantes à l'automne, hein, les événements cévenols quand on est plutôt du côté de Montpellier, on avait des coulées de boue qui pouvaient être meurtrières. Il y a eu hélas des drames pendant tout le XIXe siècle, parce que la Méditerranée était pelée, il n'y avait plus de forêt, hein, les montagnes étaient complètement déforestées. Et donc, c'est pour ça qu'au XIXe siècle, fin du XIXe siècle, les eaux et forêts et puis les gouvernements ensuite successifs, ont entamé une politique de restauration des terrains de montagne en plantant massivement des arbres. Là, je vous ai représenté, alors je ne sais plus laquelle c'est, je ne sais pas si c'est pas les Gouales, parce qu'on ne voit pas très bien. Donc au 19e et aujourd'hui, mais le Mont Ventoux, on a pas mal de photos, là j'aurais dû les reprendre en fait sur le Mont Ventoux, parce que je travaille dessus. C'est vraiment très 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 fort. On avait quasi plus de forêts, et aujourd'hui c'est vraiment des très belles forêts. Ça dit aussi quelque chose de la résilience, c'est-à-dire que quand les hommes se décident d'aider, etc., eh ben on a quand même la capacité, et ça c'est quand même quelque chose qui donne un peu d'espoir, à restaurer les milieux naturels. En tout cas, on a eu un exemple flagrant au XIXe siècle. Le dernier élément, c'est que les bois sont une ressource naturelle, notamment en PACA. C'est évidemment pas comme dans le nord-est de la France, mais il y a du bois d'industrie, du bois d'œuvre et du bois d'énergie qui est utilisé assez largement dans notre région. Alors, quel est l'état maintenant de la forêt méditerranéenne ? Alors, j'ai un peu séparé l'état en 2 parties, une partie méditerranéenne France, puis j'ai dit la Méditerranée, c'est pas juste ce qui se passe ici, c'est aussi ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, et donc dans le Maghreb. Et en fait, le constat est très différencié, c'est-à-dire que dans la zone méditerranéenne française, mais on peut l'étendre, je pense, à l'Italie, la forêt, globalement, est plutôt en progression, plus de 60% en 30 ans, essentiellement à cause de la déprise agricole. Alors ici, vous avez le taux de boisement en 1908 et le taux de boisement aujourd'hui. Hein, donc les valeurs de vert foncé sont des taux de boisement supérieurs
de 30 à 50 pour un vert un peu plus clair et vert foncé, très foncé, plus de 50%. Et donc on voit très clairement qu'on a eu une très grande augmentation de la surface forestière en France. Donc ça, c'est aussi parce que c'est pas... Bon, en ce moment, on parle de des menaces sur la forêt. C'est bien de faire un état des lieux et de dire oui, mais pour l'instant, de 1900 à aujourd'hui, elle a surtout progressé. Maintenant, ça s'est stabilisé. Hein. Je ne vous ai pas montré le graphe, mais ça se stabilise. Et regardez quand même, les zones en PACA, on est sur des zones qui sont parmi les plus boisées de France. Hein. Donc c'est quelque chose qui est aussi pas forcément évident. Par contre, le taux de boisement est beaucoup plus faible au Maghreb et il est par contre en diminution. Alors on a beaucoup moins de données fiables que sur la zone française, mais il y a un site qui existe depuis quelques années qui permet d'estimer la surface forestière à partir des satellites. C'est un site américain et on peut regarder, alors là ça ne se voit pas très bien, mais vous pouvez vous amuser à aller sur ce site et regarder sur une zone qu'est-ce qui a été déboisé, qu'est-ce qui a été boisé, hein, comment ça change au cours du temps sur n'importe quelle zone de la planète. Alors maintenant, on arrive au changement climatique. Et on commence par le changement climatique passé. Alors, ça c'est des figures qui sont d'une thèse qui vient de se soutenir en 2019, donc c'est très récent. Donc c'est vraiment les dernières données pour la France. Donc là, vous avez le delta de température et le delta de pluie. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation des températures partout en France, hein, parce que même quand c'est en bleu, là, c'est une augmentation de 0,6 à 0,8 degrés hein, au siècle. Et quand c'est en rouge, c'est de 1,5 à 1,6 degrés. Donc déjà, aujourd'hui, en région PACA, on est plus proche, en tout cas pour la partie vraiment Bouches-du-Rhône, on est plus proche du 1,5 à 1,6 degrés. Hein. C'est assez clair. Alors pour les précipitations, c'est moins clair. Il faut bien regarder la légende. C'est-à-dire que ce qui est orange et rouge, ce qui est rouge surtout, c'est des baisses de précipitations, alors que sur le reste du territoire, c'est plutôt des augmentations de précipitations. Donc on a plutôt une augmentation de précipitations, voire pas de changement. Donc c'est pour le mois de juillet. Sur l'ensemble de l'année, on n'a plutôt pas de tendance hein, à l'échelle française. Je pense que c'est ce que vous a dit Joël la dernière fois. Par contre, au mois de juillet, en région PACA et plus largement dans toute la zone méditerranéenne, on a une diminution des précipitations très claire. Alors qu'en est-il du futur ? Alors pour le futur, j'ai décidé de prendre le scénario. Alors les prédictions futures sont faites avec des modèles climatiques. Donc c'est des choses assez compliquées, c'est des très gros modèles qui mettent toute la physique qu'on connaît, une grande partie de la biologie qu'on connaît, qui font tourner ça sur des très très gros ordinateurs. Et on a plein de modèles différents qui nous permettent de regarder ce qu'on attend dans le futur. Mais c'est à peu près la même type de physique que ce qui vous permet de prédire la météo de demain. Mais c'est plus fiable, en fait, que la météo de demain, en partie. Bon, il y a beaucoup d'incertitudes. Mais c'est pas exactement... Enfin bon, ça serait très long de vous expliquer la différence entre prévoir la météo de demain et prévoir le climat dans 100 ans. Mais néanmoins, c'est pas parce qu'ils prévoient mal la météo de demain que les scénarios en 2100 sont faux. Parce que j'ai souvent entendu ça. Hein. C'est pas tout à fait les mêmes choses. Alors là, c'est un modèle qui est un modèle allemand, je crois que c'est un allemand, ouais, je sais plus, à James, si c'est allemand. C'est pas le modèle de Météo France, parce que le modèle de Météo France est relativement plutôt optimiste. C'est un modèle, et c'est le pire des scénarios, c'est le scénario que j'appelle Trump. Voilà. Donc 8,5, c'est... Maintenant les scénarios sont exprimés d'une façon un peu barbare. Ici, 8,5, c'est vraiment le pire des scénarios, c'est exprimé en watts par mètre carré de ce que va recevoir, le surplus d'énergie que va recevoir la planète. Donc c'est le pire des scénarios. Et ce que je vous ai représenté, c'est les températures de 2010 à peu près à 2100 au Mont Ventoux, à 3 altitudes. Donc là, c'est à 1400 mètres, là à 1100 mètres et là à 800 mètres. Et j'ai fait ça pourquoi ? Parce que je trouve que c'est très parlant. Ce qu'on voit, c'est qu'aux alentours de 2100, le climat à 1400 mètres correspondra, si vous allez là, au climat aujourd'hui à 800 mètres. Donc ça veut dire 600 mètres de dénivelé. Donc faites l'expérience un jour quand vous êtes au Ventoux. Regardez la végétation qu'il y a à 800 mètres. C'est du chêne pubescent dans le versant nord. Et regardez la végétation, les hêtraies sapinières qu'il y a à 1400 mètres. Ça vous donne une idée de l'ampleur des changements que la végétation va connaître. Alors, quels sont les effets du changement global ? Donc là, je les ai listés.
Premier changement, on a une augmentation de ce qu'on appelle les dépôts azotés, parce que les agriculteurs utilisent des nitrates, ces nitrates se retrouvent dans le sol, et ensuite ça augmente la circulation de l'azote globalement dans le système, et du coup on se retrouve avec plus d'azote sur la végétation. Alors ça a des conséquences qui peuvent être néfastes pour les histoires de pollution, mais les végétaux aiment bien avoir de l'azote, ils aiment bien avoir du CO2, donc ça participe à l'accroissement de la productivité de la végétation. C'est un effet bénéfique pour l'arbre, pas pour nous, et pas pour nos sols et les cancers liés aux pesticides et aux nitrates. Pour les arbres, bon, c'est plutôt positif. La hausse du CO2. Alors la hausse du CO2, on l'oublie, et je rappelle ça en général pour essayer de bien comprendre ce qui se passe. La hausse du CO2 en tant que tel, donc le dioxyde de carbone qu'on émet avec nos transports, c'est plutôt bénéfique pour les plantes. J'y reviendrai assez longuement par la suite, mais ça entraîne un accroissement de la productivité aussi de la végétation. Donc c'est un effet bénéfique. Si tout était négatif, ça serait trop simple, on ne ferait pas de recherche. Alors, il y a de la déforestation. Alors, pas trop dans nos régions pour l'instant, tant qu'on n'a pas changé réellement de mode d'usage de nos forêts. Et la déforestation, ça va avoir un risque associé qui est des modifications très fortes du climat régional. Notamment, c'est ce qui se passe au niveau du bassin amazonien. La déprise agricole, ça c'est un des éléments du changement global. Et ça a des conséquences à la fois sur l'érosion des sols, mais ça a aussi une conséquence positive que je vous ai montrée tout à l'heure, puisque ça entraîne un accroissement de la surface forestière. Et enfin, il y a une augmentation et des changements assez forts des herbivores et pathogènes. Alors pour les herbivores, en fait, c'est une multiplication des prélèvements qui a été multipliée par 4 pour les cerfs en 20 ans, par 3,8 pour les chevreuils et par 5 pour les sangliers. Les gens qui ont l'habitude de se promener et qui connaissent un peu les milieux naturels et notamment les forêts savent très bien que les dégâts associés à ces grands herbivores a très fortement augmenté, et notamment ça a des conséquences sur la mortalité des jeunes pousses et la régénération des forêts. Ça ne fait pas plaisir ceux qui n'aiment pas les chasseurs. Bon, moi je ne suis pas chasseur. Mais il y a un problème de contrôle, soit on aime le loup, je ne vais pas faire le débat là, mais soit on laisse le loup travailler, soit il faut chasser. Enfin bon, il y a un truc, il faut réguler quand même. En écologie, ça on le sait bien, dès qu'on commence, on le sait bien. Alors, quels sont les effets maintenant du climat? On va rentrer un peu plus dans le détail. On a une hausse des températures estivales et une baisse des précipitations estivales, notamment en zone méditerranéenne. Et ça entraîne quelque chose que je vais beaucoup détailler par la suite, c'est une hausse du stress hydrique pour les forêts. C'est-à-dire qu'elles sont plus stressées, elles manquent d'eau. Bon, c'est un peu comme votre plante dans votre appartement, quand vous partez en vacances, c'est qu'il n'y a personne pour aller l'arroser. C'est aussi simple que ça, tout le monde peut comprendre. Mais on a aussi une augmentation des fortes températures, c'est peu étudié encore, mais les très fortes températures peuvent entraîner des dégâts directs sur la végétation. Et donc ça entraîne directement des dépérissements. On en a vu dans la séquence 2003, 2004, 2005, 2006, et on voit une nouvelle séquence, 2016, 2017, 2018, très violent dans le nord-est, mais on a eu des choses très... Enfin, je vous montrerai des graphes tout à l'heure, des choses très fortes aussi pour le pin d'Alep et le chêne vert, y compris ici, donc pour des espèces très adaptées à la sécheresse. Et quand il pleut pas, il pleut pas. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Donc dépérissement, mais risque feu. J'y reviendrai à la fin, si j'ai le temps, j'y reviendrai à la fin sur les prévisions sur le risque d'incendie. Alors la hausse des températures printanières, parce qu'il fait plus chaud aussi au printemps, ça a un effet positif parce que ça allonge la durée de végétation, ça on comprend aussi. C'est-à-dire que si vous débourrez plutôt au printemps, quand les feuilles se mettent en place, et bien mécaniquement vous allongez le moment où les feuilles permettent de faire de la photosynthèse, et donc c'est bénéfique pour la végétation. Mais par contre, si vous débourrez trop tôt à cause du printemps trop doux, et bien vous risquez des gelées tardives. Voilà. Donc ça, on ne sait pas encore exactement quel est le bénéfice. Ça dépend des espèces, ça dépend des altitudes, c'est très, très difficile à prédire. Alors ensuite, on a une hausse des températures hivernales. Ça, c'est bénéfique pour tout ce qui est sempervirent parce qu'ils profitent de l'hiver pour faire de la photosynthèse. Mais ça peut être aussi avoir des problèmes. Donc on a beaucoup travaillé dessus dans notre unité pour travailler parce que les arbres, comme beaucoup de vos plantes que vous plantez, ont besoin d'une dormance pendant l'hiver et ont besoin de lever la dormance avec un peu de froid. Et s'il n'y a plus assez de froid, ça pose des problèmes pour lever la dormance pour la végétation. Et la dernière chose, c'est la hausse des fortes précipitations en hiver et au printemps. Alors ça fait tomber les immeubles à Marseille, ce qui n'est pas du tout drôle.
Mais ça a aussi des conséquences catastrophiques en termes d'érosion des sols, de chute d'arbres, de dégâts de neige. Donc ça peut aussi avoir des conséquences, parce qu'on se focalise sur l'été souvent, mais ça peut aussi avoir des conséquences sur les forêts négatives. Alors c'est aussi une des conséquences positives, j'y reviendrai, parce que quelque chose qui permet de tamponner le stress hydrique d'une année, c'est la capacité des arbres à puiser dans les nappes directement. Et donc s'il pleut beaucoup quand même au printemps et à l'automne, ça recharge les nappes. Alors c'était un peu dense, je vous ai dressé l'ensemble des effets. Maintenant on va faire un peu de biologie, rentrer un peu dans le détail pour essayer de comprendre tout ça. Le truc un peu compliqué de biologie que je vais vous raconter, mais j'adore ça, c'est le CO2 et la photosynthèse. Alors, bon, pour ceux qui ont oublié où l'école c'est loin, la plante, donc au niveau de ses feuilles, fait de la photosynthèse, c'est-à-dire qu'elle absorbe du CO2, et donc elle l'absorbe au niveau de petits pores, qui sont souvent sur la surface inférieure des feuilles, et ces petits trous sont ce qu'on appelle des stomates. Et ils les ouvrent, ils les ferment, un peu comme ils veulent. Bon. Et ben, à partir de ces petits trous, le CO2 va rentrer, et va arriver au niveau de la feuille, va rentrer au niveau de la chambre sous-stomatique, et puis va arriver au niveau des chloroplastes. Oubliez ce mot barbare, mais c'est là où se fait la photosynthèse. Et pour faire de la photosynthèse, alors c'est le gros cycle à côté, c'est de la biochimie, mais pour faire de la photosynthèse, on a besoin de lumière, il faut de l'énergie et du CO2. Donc pourquoi je vous raconte ça ? Parce que, en gros, ce qui se passe, c'est quand ils ouvrent leur stomate, ils absorbent le CO2, mais ils perdent de l'eau. Et c'est assez important, sinon on ne comprend pas tout le reste. C'est-à-dire que la plante, elle est toujours face à un dilemme cornélien, soit de mourir de faim, soit de mourir de soif. Parce que si elle n'ouvre pas ces petits pores, elle n'a pas de CO2, et donc elle ne peut pas faire de matière organique, elle ne pousse pas. Mais si elle les ouvre trop longtemps, notamment quand il fait sec, elle perd trop d'eau, et elle se dessèche. Voilà. Et vous avez à peu près tout compris à l'écophysiologie au niveau de la photosynthèse. Alors, du coup, pendant des années, on s'est dit, finalement, l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, c'est plutôt positif, parce que ça entraîne finalement une augmentation de la photosynthèse. Alors, il y a des chercheurs qui ont vérifié ça, donc avec aux États-Unis. Hein, nous, en France, on n'a pas l'argent pour faire ça, mais avec des expérimentations très, très importantes, où là, ils mettent des immenses tours sur des forêts de conifères. Non, c'est pas du conifère, là, je crois que c'est des chênes, enfin bon, rien. Mais ils mettent ces immenses tours où ils mettent du gaz, ils augmentent la concentration en CO2 pour cette forêt-là, et pour voir sa réponse. Voilà, ils l'augmentent à différents niveaux. Et ce qu'on voit, c'est que quand on augmente le CO2, finalement, le CO2 actuel, il est là, on est à 400 ppm. Donc si on augmente un peu la production primaire nette, mais surtout on augmente ce qu'on appelle l'efficience d'utilisation de l'eau, c'est-à-dire que les plantes deviennent plus efficientes, parce qu'elles ne sont pas bêtes, elles ouvrent un peu moins leur petite porte d'entrée, mais du coup on les ouvre un peu moins, elles apportent quand même suffisamment de CO2, et donc elles perdent moins d'eau. Donc quand même, l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, ça a un effet bénéfique, c'est ce qu'on appelle la fertilisation liée au CO2. Alors quand on a essayé d'examiner ça un peu sur la croissance, donc c'est à gauche. Donc les scientifiques ont un peu regardé ce qu'on pouvait prédire en termes de croissance sans fertilisation en CO2. C'est ce qui est en grisé. Et puis ils ont comparé ça à réellement ce qui se passe. Et on s'aperçoit qu'on est en dessous. Ça veut dire que les forêts poussent plus vite du fait de la fertilisation en CO2. Alors c'est compliqué à démêler parce que les forêts aussi vieillissent, donc on a mis beaucoup de temps quand même à démêler toutes les affaires. On sait que les forêts produisent plus aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Donc ça, tous les forestiers l'ont vu. Mais est-ce que c'était dû au CO2 ? Est-ce que c'est dû au réchauffement ? Est-ce que c'est dû, par exemple, à l'azote ou au changement de gestion forestière ? Tout ça rentre en ligne de compte et donc c'était difficile de savoir. Donc maintenant, on sait quand même qu'il y a un effet CO2, mais il y a aussi un effet fertilisation azotée. Alors, bon, je suis pas... Mais en gros, ce que dit le graphe d'à côté, bon, c'est un peu compliqué, je ne vais pas vous le détailler, mais c'est que cet effet positif, à l'échelle maintenant de la planète, on s'aperçoit qu'il ralentit. Donc on avait bien un effet positif, mais il est plutôt en train de ralentir. Alors vous m'arrêtez, parce que là ça commence à être compliqué. Si vraiment il y a des trucs bitériens, vous me dites. Alors, qu'en est-il encore de cette fertilisation au CO2 dans le futur ? Donc là, je vous ai représenté une simulation, parce que mon job, en fait, je ne vais pas trop parler, mais moi je fais plutôt de la modélisation du fonctionnement des forêts, un peu la même genre de modèle que ce que les modèles climatiques font pour le futur. Nous, on fait le même type de modèle avec les forêts pour essayer de voir comment elles vont fonctionner dans le futur.
Et donc là, ce que je vous ai représenté, c'est la séquestration de carbone. Donc c'est la capacité de la forêt à séquestrer du carbone. Hein. Ce que je vous dis depuis le début, c'est qu'ils ont cette capacité à séquestrer du carbone. Donc vous voyez que globalement, la ligne c'est 0. Et vous voyez que globalement, en général, de 2020 à 2100, pour l'instant, ils sont plutôt en train de séquestrer du carbone. Et j'ai fait une simulation avec l'effet du CO2 et sans. Rouge, c'est avec l'effet du CO2, et bleu, c'est sans. Et donc on voit très bien quand même que cette fertilisation CO2, y compris jusqu'en 2100 quand même, elle joue un rôle qui est important pour limiter la baisse de séquestration au cours du temps. Mais entre 2060 et 2100, on voit bien que peut-être que les forêts deviendront des sources de carbone. Elles ne séquestrent plus, elles émettent. Alors c'est déjà arrivé en 2003, on l'a très bien documenté. En 2003, les forêts européennes ont plutôt émis du carbone plutôt qu'elles n'en ont stocké parce qu'il a fait très chaud et très sec l'été. Et donc ce pouvoir qu'ont les forêts d'atténuer le changement climatique, on peut le questionner, en tout cas pour des hêtres au Ventoux. Voilà. Alors l'autre effet qu'on essaie de modéliser, c'est la date de débourrement. Donc ce que je vous ai dit, c'est le moment où les bourgeons éclosent au printemps. Donc cette date-là, à 3 altitudes, on peut simuler dans le futur ce qui va se passer. Donc le futur est passé, de 1960 ici à 2100. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, on va avoir un printemps pour la végétation, qui sera de 22 jours plus tôt. Ce qui est quand même important. C'est déjà bien documenté par les satellites. La végétation débourre plus tôt. Donc on parle vraiment de changements importants. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que l'écart entre les altitudes était important dans le passé et va être moins important, parce qu'il y a un autre phénomène qui vient contrecarrer ça, c'est que les hivers sont plus doux. Et à basse altitude, il n'y a plus assez de froid, les végétaux n'ont plus assez de froid, et donc ça va limiter le débourrement. Donc ça change aussi le fonctionnement entre les altitudes, on voit bien là, entre les 3 couleurs, donc ces 3 altitudes, toujours pareil, 800, 1100, 1400. Alors maintenant que j'ai fini un peu sur les effets croissance de végétation, qu'en est-il réellement de la mortalité de nos forêts? Parce qu'on voit beaucoup de choses, donc la question quand même se pose si les forêts dépérissent ou pas. Donc déjà, les grandes études américaines et canadiennes, c'est quand même eux qui ont les plus gros jeux de données, montrent qu'entre 1960 et 2000, le taux de mortalité a augmenté. Alors il a augmenté, c'est intéressant, essentiellement, au Canada c'est vrai, mais il me semble que c'est vrai aussi aux États-Unis, il augmente dans les altitudes intermédiaires. Alors pourquoi? Parce qu'à haute altitude il fait encore suffisamment frais, et donc les arbres sont moins impactés, et à basse altitude, les espèces qui sont à basse altitude sont plus adaptées à la sécheresse. Et donc ceux qui sont les plus impactés par les changements sont ceux qui sont aux altitudes intermédiaires. Donc là, ça se voit bien, c'est l'augmentation de la mortalité est plus forte pour entre 1000 et 2000 mètres, et au Canada, elle est plus forte entre 500 et 1200 mètres. Et ces chercheurs ont imputé ça, ont corrélé ça, alors c'est pas une imputation vraiment de causalité, la causalité n'est pas vraiment démontrée, mais ils ont montré que dans la même période, on a une augmentation du stress hydrique. Donc globalement, ils ont tendance à dire, mais il y a un débat entre les scientifiques, c'est encore assez controversé, que l'augmentation des taux de mortalité que je vous présente là, donc du coup, elle est essentiellement due à une augmentation du stress hydrique, c'est-à-dire qu'il fait plus sec en été, parce qu'il pleut moins, et parce que surtout il fait plus chaud, donc l'eau s'évapore, et plus. Là, je vous ai représenté une figure, je vous ai déjà montré tout à l'heure en introduction, c'est les sapins du Ventoux après 2003, avec des dépérissements qui atteignent 30% dans certaines zones. Alors qu'en est-il en France? Alors en France, on bénéficie donc de l'inventaire forestier national, mais il n'a pas été réalisé, il n'a pas été conçu pour étudier la mortalité. Donc c'est comme au début, il ne revenait pas sur les mêmes points. La mortalité est estimée quand même de manière... on ne sait pas faire la différence il y a des points de problématique dans l'inventaire forestier national, ce qui fait qu'on ne peut pas facilement faire la différence quand il y a par exemple des arbres qui sont morts mais qui ont été coupés ensuite, on les compte comme coupés. Parce qu'ils repassent, au début ils ne repassaient pas tous les ans. Donc on a mis quand même pas mal d'années à avoir des données qui commencent à apparaître à partir de l'inventaire forestier national.
Donc c'est une thèse qui s'est soutenue en décembre, non pas en décembre parce qu'on est il y a 2 semaines, bon bref. Et donc il a estimé les taux de mortalité à partir de l'inventaire forestier national, et on voit que ces taux de mortalité sont quand même plus forts dans cette zone-là et dans cette zone-là. Donc la région PACA est particulièrement impactée. Et après, il a regardé ça pour les différentes espèces. Alors pour le hêtre, par exemple, le taux de mortalité est relativement faible, mais par contre, il est un peu plus fort pour le hêtre dans la zone qui s'approche de la Méditerranée. Et c'est pareil pour le pin sylvestre. Donc pour savoir réellement de quoi les arbres sont morts, on a 2 possibilités. Soit on fait de l'autopsie, soit on fait de la physiologie. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre réellement ce qui se passe au niveau de la physiologie de l'arbre. Un peu comme vous, une fois que vous êtes mort, on essaie de savoir pourquoi vous êtes mort. C'est pas très gai. Donc c'est ce qu'a fait pendant pas mal de temps donc le doctorant avec lequel j'ai travaillé, Maxime Cailleret. Il a fait sa thèse sur les sapins au Ventoux au départ, et puis après il a continué sur plein d'autres espèces. Donc le principal jeu qu'il a eu, c'était d'aller sur une parcelle où il y avait des arbres morts et des arbres vivants, de les couper. Enfin lui il ne les coupait pas, on récupérait les rondelles. Je dis c'est pas lui qui les coupait. On récupérait les rondelles, et des rondelles on est capable de mesurer les largeurs de cerne, donc de mesurer la croissance passée. Donc les largeurs de cerne c'est formidable, ça nous permet de repasser, c'est une sorte de machine à remonter le temps, ça nous permet de remonter dans le temps. Et donc ce qu'il a montré, et c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est que finalement la différence, ce graphe est un peu compliqué à comprendre, mais c'est le ratio entre la croissance des arbres morts et la croissance des arbres vivants. Et ça, c'est les années depuis la mort. Donc ce qu'on savait depuis quand même pas mal d'années, c'est que les arbres qui sont morts ont une croissance passée plus faible que les arbres vivants. C'est-à-dire que c'était des arbres qui étaient déjà affaiblis en général. Mais ce qu'il a pu montrer, c'est que la différence entre les arbres vivants et les arbres morts peut remonter jusqu'à 50 ans. Donc là, ça complexifie un peu l'histoire. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les arbres sont des espèces longévives, et ce qui peut différencier en fait un arbre d'un autre peut remonter à très loin dans son passé. Et donc ça montre que c'est assez compliqué. Si on veut juste essayer de comprendre pourquoi tel individu est mort et pas tel autre, et bien il faudrait comprendre tout son passé, ce qui s'est passé autour de lui, où ses racines ont été, etc. Alors, ce qu'on observe aussi, et ce que c'est bien documenté maintenant, c'est que depuis pas mal d'années, alors ça c'est des données européennes par satellite, on a une augmentation de ce qu'on appelle la défoliation. Alors défoliation, c'est ce que j'essaie de représenter avec la photo là. En fait, je triche, parce que c'est pas une défoliation due à la sécheresse, là c'est des gelées tardives. On va dire que c'est pareil. Mais globalement, on a vu, et pour ceux qui se baladent en forêt, que ce soit sur chêne pubescent ou sur hêtre, les années où il fait sec, on a ce qu'on appelle des descentes de cime. C'est-à-dire que souvent, en haut de l'arbre, il y a des branches mortes. L'arbre reste vivant, donc au niveau plutôt de la base, mais il y a pas mal de descentes de cime. Et donc ça, on peut l'évaluer. Donc c'est ce que fait le département santé des forêts. C'est la figure en bas à droite. Et on peut l'évaluer soit avec des jumelles, c'est ce qu'ils font eux, un peu partout sur le territoire. Mais on peut aussi l'évaluer par satellite, et c'est ce qui est fait à gauche. Et dans tous les cas, on voit que depuis 1990, on a une augmentation de la défoliation, et là c'est pour toutes les espèces, pin sylvestre, chêne pubescent, chêne vert et pin d'Alep. C'est pour la région PACA, j'ai sorti exactement les données de la région PACA. Donc on a effectivement documenté une augmentation de la défoliation. Alors maintenant je vais passer un peu de temps sur le stress hydrique. Donc le stress hydrique, donc je vous l'ai dit, c'est quand il pleut moins, et quand il fait chaud, ça évapotranspire plus, il perd beaucoup plus d'eau. Et donc il y a plus de stress. Alors on le mesure avec un potentiel, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais en gros, on se balade soit à midi, soit le matin, on coupe des branches, et puis on a une immense bonbonne de gaz, on augmente la pression, on regarde la pression qu'il y a dans les tuyaux de l'arbre en fait. C'est un peu comme... voilà, c'est vraiment de la physique. Et plus la pression qu'on met pour faire sortir l'eau des tiges est importante, plus ça veut dire que l'arbre est stressé en fait. Plus il est lui sous tension. Et donc là, c'est ce que j'ai représenté là, c'est mes collègues Guillaume Simoni et Nicolas Martin qui travaillent sur ces questions-là, sur le chêne vert et le pin d'Alep. Et ce qu'on a pu montrer, donc plus c'est négatif, plus c'est sec. Et donc ces deux dates, c'est le matin et le midi. Et quand il fait très très sec, finalement le matin et le midi, ça se rapproche. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est sur des espèces, là, le pin d'Alep, qui sont très résistantes à la sécheresse.
Et donc la ligne que vous voyez là, c'est le début de ce qu'on appelle l'embolie, je vais vous en parler juste après. C'est le moment où il fait tellement sec que l'arbre il embolise. Alors c'est quoi? C'est qu'il y a des bulles d'air qui commencent à se mettre dans ces vaisseaux, et finalement, ensuite les vaisseaux ne peuvent plus conduire l'eau. C'est un peu comme une embolie pulmonaire. Bon, je ne suis pas très bon en embolie pulmonaire, mais je pense que le mécanisme est vraiment similaire. Et donc ce qui se passe là, c'est que quand on regarde toute cette période jusqu'à 2000, je crois que c'était 2016, globalement, on a toujours dit, bon, chêne vert, pain d'Alep. Moi, quand je faisais des conférences il y a 10 ans, je disais non, mais ceux-là, avant que ça crève, sincèrement, c'est tellement résistant à la sécheresse. C'est les espèces qui sont capables de descendre de plus bas dans notre région. Eh bien, figurez-vous que, pas les deux dernières, mais les années là, 2017, je crois que c'est de 2017-2018, si je me souviens bien, on est descendu et on a commencé à atteindre quasiment des moments d'embolie. Et ils les ont atteints dans la forêt de Puy-Chabon, qui est pas loin de Montpellier, et avec des mortalités de chêne vert assez importantes. Donc même le chêne vert, il peut être impacté. Deux autres exemples de l'effet du stress hydrique récent dans la zone méditerranéenne. Là, c'est sur l'ensemble de la France, c'est la croissance du pin d'Alep. On voit que, comme beaucoup d'autres espèces, le pin d'Alep bénéficie plutôt du changement climatique pendant une période. Sa croissance augmente, mais sur toute la dernière période, le pin d'Alep voit sa croissance diminuer. Et là, c'est des études espagnoles qui montrent que sur du hêtre, à basse altitude, on a aussi une très baisse de croissance, et ils l'ont aussi relié au stress hydrique. Alors, je ne vais pas trop détailler ça, parce que c'est un peu compliqué à comprendre, mais je faisais un peu de publicité pour un site, qui est le site de notre équipe, sur lequel on étudie donc les flux de carbone et les flux d'eau, parce que pour comprendre la physiologie qu'il y a derrière, pour comprendre comment la végétation répond, on a des outils quand même assez puissants, donc c'est ces tours, qui nous permettent de mesurer les flux de CO2 et les flux d'eau au-dessus des couverts. Et ça nous permet de savoir, par exemple, ici c'est la séquestration de carbone dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, quand c'est très négatif, c'est que ça séquestre beaucoup. Sur du pin d'Alep, vous voyez, la forêt stocke beaucoup de carbone entre avril et juin, et après, elle commence à déstocker, notamment pendant la partie automnale. Et ce que mes collègues ont pu montrer, mais récemment, c'est vraiment des choses très récentes, c'est que la capacité à séquestrer du carbone par la forêt de pin d'Alep et de chêne vert de fond blanche, elle est directement reliée au déficit hydrique et au stress hydrique. C'est-à-dire quand il fait sec, la forêt séquestre peu de carbone, et donc c'est assez facile à prédire, et quand il fait plus humide, la forêt séquestre plus de carbone. Voilà. Alors, je ne vais pas vous détailler trop, bon ça c'est expliquer en fait ce qui se passe ici quand même, on a le temps, je vais vous détailler. Ça c'est l'embolie, donc ça c'est une image des vaisseaux embolisés. Et ce qui se passe quand il y a un stress hydrique, c'est qu'au début on n'a pas de stress, l'arbre il transpire et il fait de la photosynthèse, et puis petit à petit il fait sec dans le sol. Alors à ce moment-là, la transpiration diminue, et puis il ferme ses stomates, les petits pores dont je vous parlais au début. Et une fois que ces petits pores sont fermés, normalement, si c'est bien fait, il s'arrête là. Et puis si le stress continue, puis là c'est les valeurs que je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'atteignait jamais jusqu'à maintenant, et petit à petit il y a de la cavitation, et ensuite on a de la mortalité. Et donc l'arbre il peut mourir de deux façons. Soit c'est une espèce qui ferme très vite ses petits stomates, ses petits pores, et à ce moment-là son problème c'est que s'il fait ça chaque année, il a de moins en moins de carbone. Soit c'est une espèce qui prend des risques, mais à ce moment-là elle risque de mourir de soif. Et le rôle, là où on en est dans la recherche aujourd'hui, c'est d'essayer d'estimer les seuils de mortalité, soit pour le niveau de réserve des arbres, ça c'est une thèse qui s'est soutenue il n'y a pas longtemps, soit pour le niveau hydrique, c'est-à-dire qu'on essaie de savoir quels sont les seuils physiologiques et de les mesurer qui induisent la mortalité de l'arbre, pour pouvoir prédire les mortalités dans le futur. Alors je vous passe ça. Bon, j'ai presque fini, je peux ne pas le passer. Donc c'est ce que je fais avec le modèle Castanea qu'on a développé, alors qu'il simule pas que sur le châtaignier évidemment, mais enfin bref, il simule sur plein d'espèces. Et donc là c'est des réserves simulées à plusieurs altitudes, toujours au même ventoux. Et ce qu'on voit, c'est qu'on prédit qu'en 2080, il n'y a plus de hêtres à 800 mètres. Voilà. Alors il n'y en a déjà pas beaucoup, on voit tout. Il est déjà en limite. Mais en tout cas, le modèle, il montre bien une chute très forte. Alors pour le sapin, c'est beaucoup plus tôt, et ça monte jusqu'à 1100 mètres. Et en gros, il n'y a plus qu'à 1400 mètres où on prédit qu'il survivra.
Et ça, il faut le nuancer, c'est la dernière, l'avant-dernière diapo, enfin pas tout à fait l'avant-dernière. Il faut le nuancer parce que dans nos sols, notamment en zone méditerranéenne, les réserves en eau du sol sont très compliquées à appréhender. Parce que pour ceux qui ont creusé déjà dans un sol, ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de cailloux, énormément de cailloux, puisqu'on a des zones karstiques. Et la profondeur du sol est ridicule. Donc si on devait évaluer les réserves en eau du sol, comme font les forestiers nancéens, eh ben, globalement, il y a les réserves utiles, ce qu'on appelle la réserve utile, est négligeable. En gros, à Nancy, c'est 200 mm, et ici, c'est 30 mm. Normalement, un arbre ne peut pas pousser là-dessus, c'est pas possible. Bon. Et en fait, on s'est posé quand même beaucoup de questions là-dessus, on a fait beaucoup de travaux, et on a démontré que quand on est en été, dans un été qui est peu sec, c'est celui-là, en 2014, on a essayé de savoir d'où venait l'eau qui était transpirée par les arbres, et on a montré que l'eau qui était transpirée par les arbres venait essentiellement de là. Et quand il fait très sec, très très sec, les arbres ont la fichue capacité d'aller puiser l'eau là. Alors comme la signature n'est pas la même, on a pu le montrer. Donc ça veut dire aussi qu'on peut dire que dans une zone, le changement climatique va être tellement fort que, a priori, les arbres vont disparaître de cette zone, mais s'ils ont la capacité d'avoir les pieds dans l'eau à 20 mètres, ça va jusqu'à 20 mètres de profondeur, leurs racines. Bon, finalement, certains, du moment qu'il y a de l'eau dans la nappe, parce qu'après ça pose d'autres questions, et de concurrence avec les usages de la nappe. Pour ça que je vous raconte ça aussi. Mais globalement, s'ils sont capables de puiser dans la nappe, sinon on ne comprendrait pas que dans certains endroits qui sont encore vivants, après des étés aussi secs. Alors, dernier élément dont je voulais vous parler, c'est le risque incendie. Alors, quand on parle de risque incendie, on se dit changement climatique, augmentation du risque. Alors, c'est vrai, sauf qu'on a un petit problème, parce qu'on est des scientifiques, donc on essaie de quand même regarder les données, c'est que pour l'instant, les surfaces incendies et le nombre de feux a diminué en France, et ça, c'est valable aussi dans une partie de l'Europe, je le montrerai juste après. Alors que les conditions sont plus mauvaises aujourd'hui qu'en 1985. Alors pourquoi ? Essentiellement parce que les efforts de prévention et les moyens viennent contrebalancer, en fait. Donc merci les pompiers, merci les services DFCI, voilà. Et donc ça, c'est la même analyse à l'échelle européenne. Et donc les couleurs bleues, c'est quand le nombre de feux a augmenté, et les couleurs plutôt vertes, c'est quand le nombre de feux a diminué. Donc ça, c'est la France. D'accord ? Mais si vous regardez le Portugal, c'est pas la même. Hein ? Alors, et si vous regardez la Sicile, qui est en partie, c'est un peu différent pour la Grèce, mais c'est pas tout à fait le même bilan. Et la raison de ça, c'est pas tant l'augmentation du changement climatique que les politiques forestières. Hein. Bon, tout le monde connaît les histoires de forêts d'eucalyptus plantées au Portugal de façon très dense et pas exploitées ensuite, qui finalement font un formidable combustible, et donc qui a provoqué des catastrophes. Alors par contre, si on se projette dans le futur, c'est un papier dans Nature il y a quelques temps, donc si les conditions de gestion des feux restent les mêmes, s'il n'y a que l'impact climatique, on s'attend à une augmentation très très forte des incendies, de plus de 200% en rouge, à 3 degrés là, on a des augmentations de 200%, donc c'est plus que doublé, hein, enfin c'est hyper cap, des incendies. Donc on s'attend dans le futur, d'ici 2100, à avoir un risque incendie évidemment beaucoup plus fort. Donc il faut maintenir à la fois la prévention et les moyens dédiés à ça. Et ça passe aussi par la gestion forestière, donc on va en reparler, je pense, dans le débat. Alors pour finir, le premier point, c'est qu'on a besoin de connaissances fondamentales et finalisées. Pour ça, je refais mon couplet syndicaliste, c'est qu'on a besoin d'une recherche scientifique indépendante. Parce que ce que je vous ai montré là, et notamment les effets bénéfiques du changement climatique, je ne suis pas sûr que si j'avais le logo Total, vous m'auriez cru. Voilà. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que vous avez besoin, je pense qu'on a tous besoin, d'avoir des scientifiques qui parlent en toute indépendance des lobbies, de quels qu'ils soient, hein, sociétaux, etc., quels qu'ils soient. Donc ça, je pense que moi, j'y suis assez attaché et je préfère le redire, sachant que des fois, on est financé par des projets, bon là, c'est pas le cas, et on peut être financé par des projets qui sont financés par Total. Nous, ça ne nous arrive jamais. Hein. Mais en forêt tropicale, ça arrive assez souvent à nos collègues du CIRAD. Moi, ce que je sais, c'est que Total n'influence pas en fait réellement leur recherche. Parce que Total s'en fout, tout ce que veut Total, c'est essentiellement avoir le petit logo et dire qu'eux, ils aident l'environnement. Mais par contre, les gens qui entendent les exposés de gens qui ont petit logo Total, la confiance, elle est limitée. Et ça, c'est un problème.
Alors, sinon, évidemment, le premier objectif qu'on doit avoir, c'est d'atténuer les effets du changement climatique. Et ça, ça n'a rien à voir avec l'écologie et la forêt. C'est la baisse drastique des émissions, la protection des forêts, parce que les forêts stockent du carbone, donc il vaut mieux qu'elles soient encore là, parce que voilà, tant qu'elles sont là, elles stockent du carbone. Mais je vous ai pas, parce que c'est pas le débat ce soir, mais je vous ai pas représenté l'évolution des émissions. Mais les émissions augmentent, et notamment parce que la consommation électrique et la consommation énergétique augmentent. Et tous les efforts qu'on fera en baisse dans une sobriété énergétique, c'est 1000 fois plus efficace pour atténuer le changement climatique que d'essayer de planter des forêts. Voilà. Enfin, il faut surtout avoir de la sobriété énergétique. Troisième point, c'est favoriser la résilience des milieux en conservant la biodiversité et en favorisant les mélanges. Alors, ce n'était pas l'objectif aujourd'hui de vous parler des mélanges, des effets positifs ou pas des mélanges, je pense qu'on en parlera. C'est assez ténu. C'est pas, voilà, les gens sont, voilà, on n'a pas des preuves sur la production, c'est pas clair. Par contre, ce qui est évident, c'est que face aux incertitudes du changement climatique, si vous avez deux espèces, on sait qu'elles ne réagiront pas de la même façon. Si vous en avez deux, vous en avez peut-être une qui va résister et qui va passer le cap. Si vous en avez qu'une en plantation, vous êtes sûr que s'il y a un pathogène ou quelque chose, vous êtes sûr de... Donc le bon sens veut qu'il vaut mieux favoriser les mélanges, parce qu'on ne pourra jamais savoir très précisément quelles sont les espèces qui vont s'en sortir et celles qui ne vont pas s'en sortir. Et puis le dernier point, c'est de prendre des mesures adaptatives. Alors ça passe par la gestion sylvicole. Alors la gestion sylvicole, elle peut être intéressante pour plusieurs choses. La première, c'est que évidemment une forêt qui est gérée a tendance à quand même plus séquestrer de carbone. La deuxième chose, c'est qu'une forêt qui est gérée, a priori, quand il y a du stress hydrique, s'il y a moins d'arbres, normalement, elle est moins sensible au stress hydrique, ça on l'a aussi démontré. C'est évident, hein, parce que si la forêt est très dense, il y a beaucoup de feuilles ou d'aiguilles, vous voyez bien qu'elle perd plus d'eau, hein, c'est assez mécanique. Donc une gestion mesurée, hein, pas des coupes rases, mais une gestion un peu mesurée permet d'atténuer l'effet du stress hydrique. Et la dernière chose, c'est que dans certains endroits, il vaut mieux avoir une gestion à cause du risque incendie. Parce que le risque incendie, il augmente quand il y a beaucoup de bois, et il augmente quand il fait très chaud et très sec. Et donc si on peut quand même, dans certaines zones, utiliser le bois pour éviter les incendies, c'est quand même pas mal. Et puis le dernier point, c'est de s'appuyer sur les mécanismes naturels d'adaptation. Je n'ai pas le temps de vous les détailler, c'est aussi un gros champ de recherche pour nous. Mais en fait, il y en a 4, les mécanismes naturels. Le premier, c'est l'acclimatation de l'arbre au cours de sa vie. Bon, il ne faut quand même pas oublier que c'est des espèces très longévives, qui vivent très vieux, hein, des fois 200, 300, 400 ans si on les laissait. Donc ils ont quand même une capacité à s'acclimater en fait, à de nouvelles conditions qui est non négligeable. Il y a aussi une évolution génétique des populations, parce qu'il y a une très très grande diversité des arbres. Alors on peut se dire, avant qu'ils fassent de nouveaux arbres et que la sélection naturelle joue, ça peut prendre de temps. Mais par contre, c'est contrebalancé par le fait qu'il y a une très très grande diversité génétique. La migration des espèces et puis le réarrangement des communautés, parce que petit à petit, ce qui va se passer, c'est que du chêne pubescent va monter en étage par lui-même, hein, donc il faut plutôt le faciliter probablement que d'essayer de transformer tout de fond en comble. Voilà, mais ça c'est pas nécessaire. Quelques photos pour finir. Donc ça c'est des plantations comparatives de sapins, si je me souviens bien, et de Douglas. Ça c'est sur le trèfle, c'est des sapins méditerranéens, si je me souviens bien. Là le cèdre au Ventoux. Donc tout ça est joli, mais bon, voilà, je vous ai quand même mis une photo clin d'œil à la fin. Ça c'est la Jordanie. On n'y est pas, c'est pas le scénario Trump, mais bon. C'est beau aussi, hein. C'est pas... Mais ça pourrait être ça. Ça c'est la Guyane. Voilà. S'il fait très très chaud et qu'il pleut beaucoup, finalement on pourrait se retrouver en forêt guyanaise. Hein. Bon. C'est peu probable. Voilà. Je vous remercie. C'était là les cartes postales dont on parlait au début. C'est à vous de choisir. En fait, donc Hendrik, lui, il arrive de Marseille, donc il est un peu plus loin de notre région. Ce soir, on va inviter des gens vraiment locaux, qui vont parler, donc qui vont pouvoir répondre aux questions avec Hendrik. Si vous pouvez venir nous rejoindre sur les chaises. Je vais laisser donc les 4 personnes se présenter, dire juste en 2 mots courts. Ils vont donner une petite réaction à chaud et puis après ce sera à vous d'échanger, de poser des questions, de peut-être apporter des témoignages.
Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était, ça s'est passé par les mails, donc je ne sais pas qui est-il. Il était expert forestier, donc c'est un métier qui existe aussi, qui est un métier de conseil en fait sur la gestion des forêts. Je ne sais pas s'il est là ce soir, mais voilà, n'hésitez pas aussi à apporter un témoignage. Bonsoir à tous, je m'appelle Aline Salvaudon, moi je travaille pour le Parc naturel régional du Luberon. Je suis ravie d'être avec vous ce soir, même si je dois faire 2 heures de voiture aller-retour pour venir et donc contribuer aux problèmes dont on parle. J'espère que vous m'excuserez. Par rapport au changement climatique et à la forêt, moi je suis ingénieure forestière de formation et on essaye au parc de mener une politique forestière un peu équilibrée qui conserve à la fois la capacité de production de nos forêts, à la fois pour le bois d'énergie mais aussi pour le bois construction, on n'y pense pas assez souvent, et en même temps évidemment conserver ce qui fait nos cartes postales, nos paysages, la biodiversité évidemment, et puis tous les usages des gens qui habitent en fait sur le territoire, parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, la forêt, c'est pas du carbone, c'est pas du bois, mais c'est surtout un endroit où aller se promener, aller ramasser des champignons, voire chasser, et que ça c'est aussi important que tout le reste. Voilà. Nicolas Bell, moi je suis donc de différents côtés. Depuis 2013, je suis beaucoup la question de Gardanne, donc je connais un certain nombre ici dans la salle parce qu'on a fait beaucoup de réunions publiques pour essayer de parler de cette histoire de la centrale biomasse à Gardanne qui est un gros appétit pour du bois de la région. Mais je suis aussi dans le réseau pour les alternatives forestières qui existe depuis 2008, qui est engagé, j'ai laissé des papiers là-bas, en tout cas c'est un réseau qui s'est créé dans pas mal de régions en France par des gens professionnels et non qui s'inquiètent de l'évolution de la gestion forestière en France, notamment par des coupes rases dans certaines régions comme le Limousin, le Morvan et ailleurs, et qui essayent de soutenir des dynamiques de gens qui voudraient faire autrement, disons, avec des circuits courts, un peu comme en agriculture, mais aussi dans la filière bois, par exemple. Alors, moi, je fais aussi des émissions pour Radio Zinzine, beaucoup sur la forêt. Je suis actuellement en train de faire 3 émissions sur forêt et climat, avec un titre que je trouve assez intéressant, c'est « Forêt vivante ou désert boisé ». Et en fait, le désert boisé, c'est un peu les plantations où il n'y a pas de biodiversité, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a rien du tout, c'est des monospécifiques. Et donc, un peu les questionnements, c'est, on voit l'impact, et quelqu'un a parlé, Hendrik a parlé de nord-est de la France. J'ai rencontré quelqu'un des Ardennes, de l'ONF, et c'est catastrophique, beaucoup plus qu'ici, avec 200 hectares d'un seul tenant qui crèvent comme ça cet été. C'est des grands espaces, mais des épicéas plantés, quoi. Et donc, c'est la question comment les forêts peuvent le mieux résister, être résilientes. Et moi, je pense que c'est important de revenir sur les questions des forêts mélangées, parce que c'est surtout le message que moi, je ne suis pas professionnel, mais ce que j'entends vraiment clairement, c'est qu'il faut favoriser les forêts mélangées et proscrire, en quelque sorte, des plantations monospécifiques, planter tous en même temps. Voilà, je ne veux pas dire plus, mais c'est ce genre d'aspect que je trouve important. Michel Ingrand, je suis le responsable de l'ONF à Manosque. L'ONF, c'est un établissement public qui est chargé de gérer les forêts domaniales et les forêts communales du territoire. Donc à ce titre, je m'occupe de gérer à peu près 30 à 35 000 hectares autour de Manosque. Donc je suis le principal coupable, responsable de la bonne ou mauvaise gestion des forêts qui sont autour de nous, selon ce que vous voudrez bien y voir. Et par rapport à ce que dit Nicolas, j'ai la chance de travailler en forêt méditerranéenne. Je suis un forestier méditerranéen, je n'aurais certainement pas apprécié de travailler dans d'autres régions de France, parce qu'ici, je peux faire de la forêt multifonctionnelle. Je fais un peu de production, mais on ne me met pas une pression gigantesque là-dessus. Et je peux, à côté de ça, m'occuper de biodiversité, d'accueil du public, d'environnement, etc. Voilà. Bonsoir, donc je suis le commandant Christophe Deveau, je suis sapeur-pompier depuis 29 ans maintenant, dans ce beau département des Alpes-de-Provence. J'ai fait la première période de ma vie, 15 ans sur Manosque. Je suis parti ensuite à Barcelonnette, donc dans d'autres territoires, mais où on a aussi
quelques feux de forêt de plus en plus. Je suis ensuite passé par l'état-major à Digne et je suis revenu sur Manosque. Donc voilà, j'ai une bonne vision de ce département et je pourrais vous parler un petit peu de l'évolution des feux de forêt, des chiffres qui peuvent être un petit peu variants. On parlait tout à l'heure des surfaces, on aura l'occasion d'y revenir. Peut-être moins de feux violents il y a quelques années. Il y a sans doute des raisons et l'action de différents services qui contribuent à la lutte contre les feux de forêt. Il y a peut-être d'autres raisons, il faut être aussi un petit peu prudent. On n'a pas reconnu pour l'instant les feux qu'on a eus, notamment dans les années 2000, 2003 notamment, qui avait été une année terrible. Mais vous savez que c'est pas une science exacte et on peut se reprendre des feux extrêmement importants. Il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu. Voilà, l'évolution aussi du milieu forestier, on travaille au quotidien avec l'ONF ou les pôles ONF DFCI pour essayer effectivement de prévenir ces incendies importants. L'impact du mitage également, donc c'est l'habitat qui va de plus en plus loin dans la forêt, ce que veulent souvent les habitants, mais ce qui est une contrainte pour nous, notamment pour la probabilité d'occurrence des incendies et puis tout le temps que l'on perd à défendre les maisons, et bien c'est du temps qu'ils ne vont pas consacrer à arrêter les feux. Voilà, donc avec quelques 22 années d'expérience, je pourrais aussi vous faire mon témoignage et ma vision sur l'impact sur les forêts dans les années à venir avec les incendies de forêt. Merci beaucoup. Je pense que ce qu'on peut faire tout de suite, c'est engager les questions avec la salle, maintenant que on vous a présenté donc, les participants à la table ronde. Bien sûr, vous n'hésiterez pas à rebondir aussi sur ce que nous a dit Henrik ce soir. Je pense que ça va se présenter, mais on va tout de suite prendre des questions. Bonsoir. Moi, je voulais poser une question qui fait suite à la fois à l'exposé et à un certain nombre de choses qu'ont dit les intervenants. On a une forêt dans les Alpes de Haute-Provence qui a été très impactée par les restaurations des terrains en montagne fin du 19e. Son exploitation, ou la coupe des arbres en question, pose pas mal de problèmes dans les terrains où elle est implantée. Je ne suis pas sûr que ce soit très productif du point de vue coupe. C'était une forêt à l'époque monospécifique. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Où elle en est? On est au-delà de la durée normale de vie des arbres concernés. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça évolue? Alors je crois que c'est une question pour moi, ça. Alors, effectivement, les plantations RTM du 19e et jusque dans les années 50 ont été très monospécifiques parce qu'on a utilisé à l'époque une essence miracle qui s'appelle le pin noir et qui est une essence qui n'est pas indigène, qu'on considère même aujourd'hui comme une exotique envahissante. Mais elle avait le mérite à l'époque de pouvoir s'adapter à des terrains extrêmement difficiles. Ils ont planté, mes prédécesseurs ont planté dans des endroits invraisemblables. Et contre tout pronostic, la forêt s'en est quand même très très bien tirée, au point qu'on a aujourd'hui des dizaines ou centaines de milliers d'hectares de forêts de pin noir dans le sud de la France, qui sont issus de ces campagnes de reboisement. Alors qu'est-ce que ça devient, ça? C'était hyper monospécifique, planté au cordeau. Aujourd'hui, c'est en train de se renouveler. On est dans une deuxième génération qui, à certains endroits, a déjà atteint quasiment un âge de l'adolescence, on va dire. Et on constate que ces forêts se sont régénérées naturellement, déjà, premièrement. Ce sont des graines issues des arbres en présence. Et deuxièmement, qu'il y a eu un enrichissement considérable en autres essences, et particulièrement feuillus, qui commencent à prendre, je ne dirais pas le dessus, on est encore trop tôt, mais qui commencent à être très présents dans le mélange de la forêt qui est en place maintenant. Et le rôle de l'ONF, dans ces cas-là, ça va être un rôle d'accompagnement pour accompagner ce mélange, pour, si possible, une substitution, on n'y croit pas trop, parce que le pin noir étant tellement rustique, il conservera toujours une place dans notre paysage, mais en tout cas une place de plus en plus importante des feuillus, tant qu'on n'aura pas de grosses perturbations, et si le changement climatique nous le permet. D'autres questions arrivent. Je propose simplement que les gens qui posent des questions, s'ils le souhaitent, se présentent rapidement en disant simplement si vous êtes de Manosque, peut-être votre intérêt pour la forêt, si ça s'explique d'une façon ou d'une autre par votre profession ou pas. Merci. Bonsoir, Jean-François Bataille, j'habite à Manosque. Je suis intéressé par la forêt parce que je travaille dans l'élevage en fait, et qu'il y a souvent de l'élevage dans la forêt. On n'en parle pas beaucoup ce soir, mais peut-être en parlera-t-on. Enfin, ma question est pour le premier intervenant.
Quand vous dites forêt, puits de carbone, j'entends dans votre exposé le bois et le sol. Alors forestier, ça stocke du carbone ou ça en stocke pas beaucoup, et comment ça peut en stocker, quoi? Non, en fait, quand on parle de stockage de la végétation, on parle de l'écosystème dans son entièreté. Donc c'est à la fois le bois, les racines et le sol. Et quand, enfin, donc ça va dépendre quand même pas mal des espèces et tout, donc je peux pas vous donner d'ordre de grandeur comme ça, mais à terme c'est quand même plutôt le sol qui va stocker. Donc il y a bien un stockage brut dans le bois, voilà, et puis dans le sol. Je pense que c'est les deux. Mais nous on parle en termes d'écosystème. Tout ce que j'ai montré, c'est des flux à l'échelle de l'écosystème. Donc ça comprend évidemment le sol. Et une des questions qu'on se pose beaucoup, c'est qu'est-ce qui peut se passer au niveau de ce sol. Bon, ce qu'on voit, c'est que quand il y a une coupe rase, par exemple, c'est pas la même chose que si on laisse, quand il y a une gestion, on peut avoir un déstockage du sol assez important, alors qu'on l'a peut-être moins. Voilà. Et donc ça, c'est des champs de recherche, à mon avis, intéressants par rapport à l'atténuation du changement climatique. Voilà. D'autres questions ? Bonjour, Gilles Pelletier, j'habite à Pierrevert, je suis chercheur en biologie. J'avais une question à l'intervenant. En fait, vous avez beaucoup insisté à plusieurs reprises sur l'effet bénéfique de la fertilisation azotée sur le stockage de carbone. Et j'ai entendu parler quand même que ça pouvait avoir des effets néfastes, notamment à travers la production de gaz à effet de serre puissants, à travers la production de N2O. Et qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus ? Est-ce que vraiment les apports de nitrate ont un effet bénéfique sur l'effet de serre, ou est-ce que c'est un effet globalement négatif ? Non, je crois que c'est très remis en cause. Oui, non, je vais réexpliquer. Non, ça a un effet donc négatif au travers de l'effet de serre, ça c'est sûr, enfin, il n'y a pas de doute. Mais par contre, ça entraîne donc une augmentation de la quantité d'azote dans les feuilles, dans les sols. Et comme les végétaux, c'est pareil, ils ont besoin d'azote, c'est comme les fertilisants que vous apportez à vos végétaux. Mécaniquement, ça entraîne une augmentation de leur productivité. Mais il faut séparer l'effet négatif sur l'effet de serre et l'effet positif sur le végétal. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair. Ça n'a pas l'air. Oui, au bilan, l'effet est positif ou il est négatif ? Ah bah ça, au bilan, c'est bien difficile de le savoir. Enfin, ça doit dépendre. Je pense que l'effet, il faudrait re-regarder le pouvoir d'effet de serre des produits azotés, mais globalement, je pense que l'effet est négatif. Parce que l'effet fertilisant du CO2 en termes de stockage de carbone, c'est quand même moindre que l'effet, je pense, mais il faudrait regarder, c'est dans les rapports du GIEC qui mettent ces deux choses en relation à l'échelle de la planète, mais moi je pense plutôt que c'est un effet négatif. De toute façon, c'est négatif pour plein d'autres raisons. Hein. Je crois justement, il y a eu une polémique récente sur le rapport du GIEC, qui mettait en exergue le fait que les productions de N2O avaient été largement, un gaz à effet de serre puissant, c'est 400 fois plus important que le CO2, était largement sous-estimé. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs ils en ont parlé pour l'agriculture et tout ça. Non. Ça, c'est plutôt des domaines des atmosphériciens, enfin des gens qui travaillent sur le changement climatique. Mais il faudrait vérifier, hein, j'aime pas trop m'avancer comme ça sans regarder les chiffres, mais je suis quasi sûr que l'effet négatif en termes de changement du climat par le biais du gaz à effet de serre est supérieur à un effet d'atténuation par le biais de la végétation. Je suis quasiment sûr. Bonsoir, je suis Olivier Tanga, donc je suis écologue et accompagnateur en montagne. Donc moi, il m'arrive très souvent de me balader du coup en forêt pour mes différentes activités. Et ce que j'ai remarqué, c'est un dépérissement très important du pin sylvestre ces dernières années. Et également quelques espèces, par exemple en montant au sommet de Lure, on a des espèces qui sont introduites, qui s'appellent du Colorado, qui sont en train de dépérir également. Mais ma question, c'était pas par rapport au climat forcément, mais par rapport plutôt à l'impact des insectes, parce qu'on n'en a pas trop parlé. J'ai trouvé aussi qu'il y avait quand même une importance de plus en plus marquée, je trouve, des invasions. Donc des invasions notamment de la processionnaire du pain, mais ça, c'est cyclique. Mais voilà, je voulais savoir si vous aviez remarqué que
ces invasions cycliques se renouvelaient de plus en plus souvent, en fait, sur la végétation. Alors, nous, ce qu'on a montré, en tout cas sur le sapin, les dépérissements de sapin, c'est que là où il y avait vraiment de la mortalité, c'est là où il y avait ce qu'on appelle les scolites, donc c'est des petits insectes qui s'attaquent au tronc, et que finalement, à changement climatique égal, il y a des endroits, on avait des zones en scion-sol, où les sapins dépérissaient mais ne mouraient pas, alors que la présence du scolite était quasiment nécessaire pour expliquer réellement le passage à la mortalité. Et après, en termes de changement climatique et d'effet sur ça, il y a quelques cas où on montre qu'il faut une génération de plus, alors que ce soit pour les prédateurs de graines ou les scolites. On sait ça déjà. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des générations de plus. Alors de là à montrer si réellement, à part la processionnaire où on a une gradation vers le nord très claire et très liée au changement climatique, là j'avoue que je ne suis pas au fait je suis pas entomologiste, je demanderai, mais je n'ai pas en tête là d'exemple très très concret où on a pu attribuer réellement au changement climatique une augmentation de population. Par contre, on a un vrai souci, c'est un autre élément du changement global et que je n'ai pas signalé, mais qui est les invasions biologiques, évidemment, avec l'augmentation du transport des marchandises et tout ça. Et donc ça, c'est un effet aussi majeur du changement global, ça c'est sûr. Voilà, je voulais juste rajouter que j'avais évoqué, je crois avant, que j'ai rencontré quelqu'un de l'ONF des Ardennes. En tout cas, c'est là où il y a eu ces parcelles de 200 hectares. Il y en a plusieurs qui sont morts comme ça, rapidement, comme ça. Ça, c'est effectivement les scolites. Et lui, il dit que c'est à cause du fait que les hivers sont beaucoup moins froids et que ça continue assez chaud très longtemps dans l'automne. Et aussi, ils ont eu des gros problèmes de stress hydrique et de sécheresse et aussi canicule. Mais après, il m'a donné des chiffres, c'est absolument invraisemblable. Il compte 50 000 scolites dans un seul arbre, quoi. C'est absolument invraisemblable. Et une fois qu'ils sont dedans, un arbre de 40 mètres de haut peut mourir dans une année. Donc, il semble que c'est vraiment, ça c'est quand même le changement climatique, quoi. Oui, alors là, j'en profite pour rebondir là-dessus. Ça montre aussi qu'on a des problèmes de compromis, parce que pour éviter les pullulations de scolites, alors en général, on a des grosses pullulations sur épicéa après les tempêtes, et ça s'explique assez bien, c'est qu'ils ont besoin d'un réservoir, et le réservoir, quand il y a une tempête, c'est les arbres qui sont tombés. Mais vous comprenez bien, du coup, la conséquence, c'est que si vous voulez éviter une pullulation de scolites, il vaut mieux éviter de laisser de bois mort dans les parcelles, ce qui vient en contradiction avec la nécessité de le laisser pour la biodiversité, typiquement. Donc là, on est face à des choses où il faut trouver des compromis, ça doit dépendre des espèces, ça doit dépendre des lieux et des conditions. Mais effectivement, voilà, nous, dans la discussion avec les gestionnaires, quand on a commencé à dire ça, j'ai un collègue qui est généticien et plus au fait de la biodiversité, il dit « mais si vous faites une recommandation de ce type-là, vous allez vous faire assassiner ». Je dis « bah oui, mais n'empêche que si on laisse trop de bois mort, c'est vraiment un foyer pour les scolites, quoi, c'est clair ». Mais le type, il s'appelle Raphaël de l'ONF, il a clairement indiqué qu'il n'y a aucune possibilité actuellement de sortir tout le bois. Parce que les scieurs, le filier à bois est complètement surchargé. Et je trouve important, c'est peut-être pas à moi de le faire, mais je le fais quand même, une défense de l'ONF, il y a le collègue à côté, mais je vais dire, actuellement, il y a une offensive absolument terrible par rapport à l'ONF venant des directions et puis du gouvernement, moi j'ose le dire, parce que je sais pas, voilà. Et le problème, c'est que ce que les amis que je viens de rencontrer ces dernières semaines de l'ONF, ils disent, c'est que le nombre d'arbres qui sont morts, qui sont affectés par la sécheresse cette année, c'est le même, en gros, en Europe, que les tempêtes de 99. C'est pas loin d'être la même quantité. Et en 99, il y a eu un effort relativement important des pouvoirs publics en France d'avoir des embauches, d'avoir plus de monde, parce que voilà, il y avait des arbres partout, etc., d'essayer de régler ça. Et en fait, face à comment rendre des forêts résilientes face au réchauffement climatique dans des zones comme les Ardennes, mais ça peut être ailleurs aussi, il faut être très nombreux sur le terrain parce qu'ils expliquent que dans les frênes, dans les hêtres, dans les chênes et d'autres espèces aussi, en fait, ils peuvent identifier des individus qui ont plus de résistance que d'autres, qui sont plus résilients et il faut les protéger. Et il faut même prendre les semences de ces graines, de ces arbres-là, selon lui. Et c'est exactement à ce moment-là qu'on réduit le personnel de l'ONF et ils n'ont absolument pas assez nombreux
pour ce travail qui va être très important, voilà, d'assurer l'avenir des forêts en fait. Bonsoir, Simon Risato, basalpin et manosquin. Je voudrais m'adresser à la personne qui n'a pas un accent très basalpin mais plus anglais. Vous semblez être un spécialiste de la fameuse usine biomasse qui va être installée à Gardanne et qui va prélever, d'après le renseignement que j'ai, énormément de bois. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bon, je vais commencer à répondre et puis je passerai la parole à Nicolas après. Alors, juste à titre d'information, cette usine, c'est une reconversion d'une ancienne centrale à charbon, ça vous le savez, qui va brûler dans le prévisionnel, puisqu'elle n'est pas encore en fonctionnement optimal, qui doit brûler 850 000 tonnes de biomasse, c'est par an, donc c'est absolument énorme. En termes de biomasse qui provient de la forêt, ce qui est prévu, c'est qu'en année normale de fonctionnement, au bout de 10 ans de montée en puissance, elle devrait consommer 450 000 tonnes de bois forestier issus d'un rayon d'approvisionnement de 250 km par an. Pour vous donner un ordre de grandeur, le bois énergie récolté dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2014, c'était 300 000 tonnes. Là, on parle de 455 000 tonnes. Alors, c'est au-delà de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais c'est effectivement énorme. Donc, cette centrale, pour l'instant, ne fonctionne pas en régime de croisière. L'année dernière, elle a brûlé 80 000 tonnes de bois seulement, pour différentes raisons, techniques et économiques et sociales, disons. Mais effectivement, c'est un équipement qui doit théoriquement avoir un impact énorme sur la récolte de bois dans tout le sud de la France. Sachant qu'il y a une autre centrale qui fonctionne déjà, elle, depuis 2015, qui se trouve à Brignoles dans le Var, et qui produit déjà de l'électricité à partir de biomasse forestière uniquement, de l'ordre de 140 000 tonnes par an. Voilà. Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. C'est juste, en tout cas, c'est vrai qu'ils ont des gros problèmes pour faire fonctionner ces centrales. Je veux dire, là, ça a fonctionné, je crois, à 20%, quelque chose comme ça en 2018, ou 25%, je ne me rappelle plus. Maintenant, c'est moins. Ils ont des gros problèmes techniques. Après, il y a une autre question. C'est que Macron, il a annoncé la fin des centrales à charbon pour 2022. Et le 2/3 de la centrale à Gardanne, c'est encore charbon. Alors, est-ce que c'est faisable de maintenir le centrale biomasse sans la centrale à charbon? Parce que c'est tout un peu mélangé quand même sur le même site. Alors, il y a des discussions absolument énormes actuellement à Gardanne, si ça vous intéresse. Voilà, il faut aller chercher des infos, mais ils veulent remplacer. Le CGT propose ceci. Il y a d'autres qui se proposent autre chose. C'est plutôt dans la gestion de déchets, de méthanisation, des trucs comme ça, pour remplacer le charbon. Ils disent qu'ils veulent maintenir la biomasse, mais on est très nombreux à penser qu'ils ont fait des grosses conneries, ils ont fait des bêtises dans les choix de techniques, semble-t-il, parce qu'il y a des centrales à biomasse chez moi en Angleterre, je suis effectivement anglais, beaucoup plus grands que Gardanne et qui fonctionnent de merveille. C'est abominable. Il y a une seule centrale qui brûle 15 millions de tonnes de bois par an. D'importation, uniquement d'importation. C'est pour ça que je dis que je pense que le problème en France, parce qu'on parle de Cordemais, il faut savoir qu'il y a une centrale près de Nantes qui s'appelle Cordemais, c'est pas encore exclu qu'on le transforme en biomasse. C'est encore dans les discussions, c'est pas exclu. Et si, en fait, il n'y a pas raison vraiment pourquoi la France ne décide pas un jour, plus tard, il y a tellement d'opposition dans les régions, les gens râlent, on importe. C'est ce que fait les Anglais. Pourquoi pas? Mais ça veut dire qu'on importe des déforestation absolument abominable de plein d'autres pays. Mais c'est un peu le risque, selon moi, si on maintient Il faut savoir que aussi les poêles domestiques et les centrales, les chaufferies dans les villages, quand on met tout ça ensemble, c'est aussi une quantité de bois absolument considérable qui est brûlée maintenant en France. Si je peux compléter, juste, je ne sais pas si on a le temps, je regarde où il est. Bon, je vais compléter, je ne le vois pas. Là, pour compléter, parce que moi je me suis intéressé aussi à cette question, parce qu'on on est au comité régional, je ne sais plus quoi, la biomasse, la préfecture,
Et puis j'étais un peu étonné que l'Institut national de recherche et l'unité dans laquelle on n'ait jamais été contactés. Parce que c'est un peu notre job normalement d'essayer de... Voilà, mais c'est un des dysfonctionnements, c'est qu'à aucun moment, aucun élu, personne nous a demandé quoi que ce soit. Alors du coup, au bout d'un moment, je me suis quand même intéressé à la question. Parce que ce qui est dit sur ces questions-là, en gros, c'est qu'en termes de mobilisation du bois, il y a la ressource. Et si on regarde les données de l'IFN dont je vous parlais, effectivement, si on regarde les chiffres bruts, la forêt donc de PACA, elle est sous-exploitée donc par rapport au taux de mobilisation d'autres forêts. Mais en fait, moi j'ai un peu regardé les chiffres dans le détail, et le problème, c'est il y a deux problèmes. Un, elle est difficilement accessible et exploitable, donc il faut bien prendre ça en compte. Et souvent, dans les estimations, on s'est fait un peu à la louche quand même, ces choses-là, parce qu'elle est exploitée dans les pentes à 50-80%, enfin, c'est pas facile. Et l'autre problème, c'est qu'il faut pouvoir le mobiliser, il faut que les propriétaires acceptent de le vendre dans des conditions acceptables. Et en PACA, donc je vous l'ai dit au début, il y a 80% de propriétés privées. Et donc moi, ma crainte... alors, si on regarde à l'échelle des 300 km et plus large de l'ensemble de la grande région Aura, en fait, enfin avec Aura et tout ça, bon, c'est vrai qu'il y a quand même de quoi alimenter. Mais si on restreint à PACA et si on se dit que finalement une partie des propriétaires n'ont pas du tout envie de vendre parce qu'ils ne savent même pas qu'ils ont une forêt, parce que de toute façon ils l'utilisent pour autre chose, en général pour la chasse, pour plein d'autres choses, ils s'en tapent de vendre du bois pour beaucoup d'entre eux, du coup on a quand même un risque que la mobilisation soit très hétérogène, avec des zones où la mobilisation soit très forte, donc on impacte une zone très fortement et moins fortement d'autres. Et du coup, le fait que ça soit très durable, moi, c'est en termes pour la ressource, moi je questionne quand même ça. Voilà, je pense qu'on n'a pas la démonstration qui est faite. L'autre point, c'est que d'un point de vue citoyen, mais je change de casquette, aller brûler du bois pour faire de l'électricité, il vaut mieux isoler nos baraques, il vaut mieux éviter d'utiliser de l'électricité plutôt que d'aller brûler du bois. Parce que, bon, bien sûr, le bois, quand on l'exploite pour faire des bûches, enfin, pour pas faire des bûches, pour faire des meubles, etc., il est stocké. Mais quand on le brûle, on remet le CO2 dans l'atmosphère. Alors, certains font des calculs en disant, oui, mais du coup, la jeune forêt va pousser mieux. Oui, mais ça, c'est vrai en 2200, 2300, 2400. Mais nous, notre problème, il est en 2100, vous l'avez vu. Donc on n'a aucun moment intérêt à brûler du bois. Enfin, bon, c'est ce que dit Wolfgang Kramer, d'ailleurs, qui est un expert du GIEC, qui n'est pas forestier, mais qui a le point de vue de l'atmosphéricien. Il dit, mais attendez, plus vous allez brûler du bois pour faire de l'énergie. Enfin, donc quand même, il y a un vrai débat là-dessus. Et moi, je pense qu'on a plutôt intérêt... Il est faussé, le débat, si on dit, on ne réduit pas notre consommation énergétique, et il vaut mieux brûler du bois que du charbon. C'est vrai, ça c'est vrai. Il vaut mieux brûler du bois que du charbon, ou il vaut mieux brûler peut-être du bois que d'avoir une centrale nucléaire. C'est un autre débat, on ne va pas l'avoir ce soir. Mais néanmoins, le vrai problème, c'était réduire notre consommation énergétique, quoi. Enfin, moi je pense que, en tant que citoyen, en tout cas, c'est mon point de vue. Juste une minute pour étayer tout ce qui a été dit et rassurer les gens dans la salle. Premièrement, cette centrale, elle a d'énormes problèmes technologiques. Ils n'arrivent pas à la faire fonctionner, ça fait 4 ans qu'ils essayent. Elle ne verra peut-être jamais réellement le jour, premièrement. Deuxièmement, on l'a dit, la forêt provençale produit énormément plus que ce qu'on récolte aujourd'hui. On est à peu près à moins de 25% de son accroissement biologique qu'on prélève. 75% reste dans la forêt et continue à grossir. Même s'il y a des difficultés d'accès qui peuvent justifier, et des difficultés de propriété foncière avec du privé très morcelé et de petite taille. Et enfin, dernier point pour vous rassurer, dans notre pays, la gestion forestière, elle est durable. C'est la loi qui le dit, c'est pas les propriétaires qui choisissent de couper du bois. Il y a les services de l'État qui surveillent et les coupes sont autorisées et uniquement si elles sont remplacées immédiatement par un renouvellement naturel ou artificiel. Mais en tout cas, la forêt, elle est durable. Donc on ne pourra pas, même sous la pression d'un industriel, couper plus que ce que la forêt produit. Et là, c'est pas à l'échelle de la forêt, mais c'est à l'échelle de la propriété forestière concernée. Voilà. Bon, moi, je voulais revenir en arrière. C'est pour ça que... Pierre Frappat, donc, entre autres, je suis entomologiste. Et donc, je voulais un peu réhabiliter les insectes, parce qu'à ce moment, on en a parlé tout à l'heure, c'était pour dire que c'était des horreurs. Donc, je voyais quand même que les scolites, ça représente, je dirais, quelques dizaines d'espèces, dont la plupart sont très spécifiques et ne sont même pas liées à des espèces forestières ou des espèces qui ont un enjeu, qui représentent un enjeu dont on parle ce soir. Alors que le bois mort en forêt, ça représente des milliers d'espèces d'insectes, sans parler des champignons, sans parler de tout le reste.
et que c'est aussi un facteur de fertilité de la forêt. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de restitution organique qui se fait dans la forêt à travers notamment le bois mort, par les insectes et les autres organismes qui décomposent le bois, la fertilité de la forêt, elle descend, elle tombe aussi. Donc je crois que, d'autre part, les scolites sont effectivement des déprédateurs du bois, mais c'est des déprédateurs secondaires. C'est-à-dire qu'ils attaquent en général des arbres qui ont déjà été affaiblis, alors soit par le stress hydrique, soit par des maladies cryptogamiques ou autres, etc., soit par des événements météorologiques, hein, les grands chablis ou des grands volis qui peuvent effectivement aussi favoriser les scolites. Alors voilà, donc je veux dire qu'il ne faut pas non plus jeter jeter le bébé avec l'eau du bain en la matière. Hein, et voilà, moi je voulais réhabiliter les insectes pour ne pas dire qu'il fallait tous les démolir parce que c'était tous des pestes. Je voudrais quand même dire une chose là-dessus. En tout cas, les personnes avec qui j'ai parlé, ils ont expliqué que les épicéas qui sont massacrés par les scolites, c'est parce que c'est des plantations monospécifiques mises dans les mauvais endroits et avec un stress hydrique. Les mêmes gens ils disent que parce qu'il y a des épicéas qui peuvent se trouver dans des forêts mixtes et que là, il y a nettement moins de problèmes. Il y a un peu de scolite par-ci par-là, mais en fait, ça se régule, auto-régule. Je pense que c'est ça qui est fascinant. Je vous incite d'écouter une émission qui va passer bientôt à l'Azine, parce que je trouve ça passionnant avec un type qui s'appelle Ernst Surcher. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Il a écrit un livre sur les arbres entre visibles et invisibles. Et lui, il est passionnant comme il explique que les forêts mixtes, déjà pour chercher l'eau, tu as les arbres de différents types, avec différentes formes de racines qui vont plus ou moins profondes ou plus ou moins superficiellement, et que c'est ça qui va remonter l'eau pour des arbres plus petits. Enfin, il y a tout il appelle ça la symbiose, et c'est exactement le contraire de ce qui se passe dans une plantation monospécifique plantée en même temps, où il y a une concurrence terrible entre chaque arbre, parce qu'il essaye désespérément de prendre le même eau, la même hauteur, etc. Et il n'y a pas cette complémentarité entre les espèces. Donc voilà, c'est pareil pour les insectes. Je veux dire, si on a un écosystème avec beaucoup d'espèces différentes, des insectes, etc., mais ça peut se réguler autrement. Il y a des cortèges de prédateurs sur les scolites aussi, qui font qu'ils sont eux aussi régulés par d'autres insectes. Bonsoir, Laurent Raimondo, commerçant, ancien sapeur-pompier. J'ai eu l'honneur de travailler avec Christophe, le commandant. Je voulais vous poser une question, c'est parce que on voit que vous mesurez bien entendu la température, les précipitations. Est-ce que vous prenez aussi le facteur du vent? Parce qu'on s'aperçoit, et j'ai l'impression que souvent l'été, il n'y a jamais un jour sans vent. Donc c'est peut-être un facteur aggravant, notamment le vent plus la température. Je pense que les arbres doivent souffrir peut-être encore plus que s'il n'y avait pas de vent. Alors, on n'a jamais eu d'études sur je ne sais pas comment ça s'appelle. Ah si, non mais le vent, si, évidemment. Enfin, toi, dans les modèles qu'on utilise, il y a le vent en entrée, on est obligé. Parce que quand il y a beaucoup de vent, en fait, ça augmente l'évaporation et la transpiration. Donc c'est oui. Alors après, moi, j'ai pas d'idée sur. Ma question était est-ce que ça a augmenté? Voilà. Ça, je sais pas. Je sais pas. Alors, le vent est effectivement un des problèmes qu'on a dans la gestion des incendies de forêt, puisque lorsqu'on est sur des vents qui sont avec des vitesses modérées, 10, 20, 30 km/h, on arrive encore à gérer les incendies dès qu'on dépasse une certaine vitesse. Nos capacités de réaction sont toujours retardées, on a toujours un ou deux coups de retard. C'est d'ailleurs pour ça que je vous disais, il faut être très prudent sur les incendies de forêt. C'est vrai qu'on voit moins de gros incendies. Alors, c'est beaucoup plus médiatisé qu'avant, et les réseaux sociaux pourraient faire croire qu'effectivement, il y a plus d'incendies ou plus de surface, mais enfin, les chiffres qui ont été montrés tout à l'heure sont corroborés par ce que l'on constate chez les sapeurs-pompiers ou les autres services partenaires. On a moins de grandes surfaces. Mais voilà, c'est lié aussi au fait que les grands incendies ont toujours été liés à des vents extrêmement forts. Et on se rappelle, il y a 3 ans en arrière à Vitrolles. Et puis dans les années 2000, où on a eu des grands incendies dans le département, mais également dans le sud de la France. Alors ce qu'on constate, c'est effectivement que les vents changent depuis quelques années.
pour répondre en partie à la question de Laurent Raimondo. Avant, on avait des régimes de Mistral assez simples. D'ailleurs, les feux de forêt étaient plus simples à gérer peut-être il y a quelques années, parce qu'on avait effectivement des hivers plutôt pluvieux jusqu'à vers janvier, puis après une période sèche. C'était la première période des feux de forêt, hein, on oublie un petit peu, avec janvier, février, les périodes de brûlage, qui des fois se passaient mal. Et puis après, on partait sur des régimes de pluie pour avoir des saisons feux de forêt qui attaquaient en juin pour finir en septembre. Maintenant, la saison feux de forêt, elle démarre souvent en janvier et finit en novembre. Donc c'est une saison qui est un petit peu longue. Et puis les phénomènes de vent changent aussi. On le voit l'été, on n'a pas des phénomènes de Mistral forcément francs. Tout le monde se rappelle des phénomènes 3-6-9. Hein. Bon, c'est plus du tout vrai. Cet été, on l'a un peu plus retrouvé, mais ça fait quelques années que c'est changeant. Avec des vents qui ne démarrent pas forcément tous vers midi et demi et 13h comme le Mistral habituellement, mais qui peuvent démarrer des fois vers 17-18h, ce qui complique la lutte, puisque vous savez que la nuit, on essaie, pour des questions de sécurité, de faire des actions qui sont vraiment nécessaires, et on a des vents qui sont changeants. Alors est-ce qu'on a plus de phénomènes de vent ? Je ne sais pas. On a moins de vents extrêmement forts, mais on a souvent des vents soutenus sur des périodes plus longues, hein, plusieurs jours de vent avec 20-30 km/h. Voilà, mais tant qu'on n'a pas des vents qui sont extrêmement forts, c'est pas forcément extrêmement gênant. Voilà. On arrive encore à gérer les incendies. On constate quand même une augmentation du nombre de départs de feu chaque année. Donc là, il y a une très grosse amélioration depuis une vingtaine d'années sur la prévention et sur les doctrines de lutte des premières interventions de la part des pompiers, qui font que la plupart de ces départs de feu sont maîtrisés très rapidement. Et ce qu'on a à redouter aujourd'hui, avec cette augmentation du nombre de départs de feu, c'est pas tellement des petits incendies, c'est le big one qui va échapper aux pompiers et qu'on aura énormément de mal à maîtriser. On a connu quelques-uns de ces gros incendies dans le département dans les années 2000. On est tranquille depuis les années 2000. C'est pas pour autant qu'on est à l'abri. Je pense qu'avec le réchauffement climatique et les conditions qu'on a de déprise agricole, on va aller vers d'autres incendies de ce type et peut-être plus importants encore. Et bonsoir, je me présente à Assistant Diallo, je suis femme de diplomate malien. Ah, désolée. Bonsoir à tous, donc je suis Assistant Diallo, je suis femme de diplomate malien, je vis à Manos, ça fait 7 ans. Donc moi j'ai une question à vous poser. Je voulais savoir, au lieu de brûler tant de bois pour des besoins d'énergie et tout, pourquoi ne pas utiliser l'énergie solaire? Oui, c'est une très bonne question. Donc, je vais pas redire ce qui a été dit, c'est que il faut déjà diminuer les consommations énergétiques, être plus efficace aussi dans nos usages, et ensuite développer pour l'énergie dont on a encore besoin des énergies renouvelables. Parmi ces énergies renouvelables, on a effectivement le bois. Alors, le bois est intéressant pour produire quand même, peut-être pas de l'électricité, on en a parlé, mais pour produire de la chaleur. Et notamment de la chaleur domestique ou de la chaleur pour des bâtiments un peu plus grands que des habitations, avec maintenant quand même de l'efficacité des poêles à bois, des chaufferies bois, qui permet d'atteindre un taux d'efficacité énergétique qui rend quand même ça intéressant, puisque le bois est renouvelable. Chez nous, les deux autres types d'énergie qu'on pourrait utiliser, c'est l'éolien et effectivement les panneaux solaires. Il y a une réticence, c'est vrai, au niveau français, au niveau méditerranéen aussi, au développement massif de ces énergies. On voit que l'éolien terrestre ici est complètement rejeté. Il ne fait pas du tout partie des politiques publiques pour des questions principalement d'atteinte au paysage, finalement. Pour le solaire photovoltaïque, c'est l'énergie qui est affichée dans tous les schémas régionaux comme étant l'énergie renouvelable à développer. Elle se met en place vraiment très lentement parce que construire un champ de panneaux solaires photovoltaïques, c'est aussi construire un équipement industriel, c'est de l'urbanisation, c'est de l'activité. Et il faudrait pouvoir le mettre là où ça ne nuit pas aux autres enjeux, c'est-à-dire au paysage, à la biodiversité, au stockage de carbone des forêts.
et donc les mettre plutôt en ville, ces panneaux. En ville, on n'a pas les surfaces nécessaires pour pouvoir produire l'énergie dont on a besoin. Donc on réfléchit, nous, au parc, beaucoup sur comment concilier tous ces aspects-là et comment permettre le développement de panneaux photovoltaïques en espace naturel aux endroits où c'est le moins impactant, puisque en fait c'est quand même une industrie, donc une industrie a des impacts. Voilà. Donc c'est des questions qu'on se pose, c'est des questions que toutes les collectivités se posent et qui font l'objet de beaucoup de débats. C'est pour ça aussi qu'on ne passe pas massivement à l'énergie solaire. Mais en ville, je pense qu'il y a aussi il faut changer les mentalités. Et par exemple, une règle que vous connaissez peut-être pas, mais à Marseille, c'est interdit, strictement interdit, par les architectes de France, parce que c'est la question du patrimoine. Et j'imagine que dans le centre d'Avignon, ça va être la même chose. Parce que donc, tout ce qui est urbanisme, etc., c'est géré par les architectes. Et imaginez nos belles villes qu'on vous montre aux touristes avec des panneaux solaires, vous voyez, de la bonne mère, ça ne le fait pas. Mais je pense que c'est un problème, parce qu'au bout d'un moment, si vraiment on veut atténuer le changement climatique et changer un peu de façon de produire de l'énergie, il va falloir peut-être faire des choix. Et peut-être que c'est moins grave de produire de l'énergie avec du panneau photovoltaïque et pas avoir des paysages en ville. Voilà. Bon. Je pense que c'est mieux de les faire en ville, c'est vrai. Alors après, la durabilité des panneaux photovoltaïques, elle est questionnée quand même par les spécialistes. Le cycle dans sa totalité est quand même questionné. Hein. Alors très clairement, juste pour finir là-dessus, la nouvelle doctrine qui a été adoptée par les élus du parc naturel régional du Luberon, c'est qu'on peut installer, si on n'arrive pas à atteindre les objectifs en ville et en zone urbaine, ce qu'on anticipe quand même, on n'arrivera pas à les atteindre, on peut développer des panneaux photovoltaïques en espace naturel, mais que de préférence, il faudrait plutôt les mettre en forêt. Alors c'est vrai que ça paraît comme ça, je vois des bouches qui s'ouvrent et des... Voilà. Mais pourquoi ? Par élimination. La forêt, c'est 50% de notre surface. Une fois qu'on a dit qu'on voulait préserver les terres agricoles, donc les sanctuariser pour la production alimentaire des générations futures, pas de panneaux photovoltaïques en espace agricole, vous avez 30% de la surface en moins. Pas de panneaux photovoltaïques non plus dans tout ce qui est garrigues, pelouses, sites naturels. Alors quand je dis pelouse, c'est pas les gazons, hein, c'est vraiment les milieux naturels ouverts de garrigues avec des espèces rares qui sont menacées, parce que ces milieux sont menacés aussi par le retour de la forêt. Et finalement, on va se retrouver sur notre territoire avec 51% de forêts. La moitié de ces forêts ont moins de 100 ans. Et en termes strictement de biodiversité, elles sont beaucoup moins riches que toutes ces garrigues qui sont des milieux ouverts, où il n'y a pas d'arbres. Et on se dit, on va mettre les panneaux là. Eh ben non, si on veut... Oui, je donne la parole après. Donc c'est l'explication de cette pétition qui a été adoptée et votée par les élus du parc. C'est-à-dire que si on doit choisir de mettre des panneaux photovoltaïques en espace naturel, en théorie, les espaces les moins impactants pour les enjeux de biodiversité et de paysage souvent, c'est de défricher des forêts pour mettre des panneaux photovoltaïques. Mais alors dans ce cas-là, l'autre solution, c'est de ne pas mettre de panneaux photovoltaïques en espace naturel. Du coup, il faut vraiment en mettre un grand coup en zone urbaine. Oui, alors là, j'ai une question. Je sais que ça fait polémique. J'ai une question. Ah, voilà. Je me permets juste d'intervenir une seconde pour vous rappeler qu'on va organiser une soirée sur le thème de l'énergie. Donc, je pense, ça se prête vraiment à ce qu'on parle, parce qu'on parle aussi des forêts ici, donc il n'y a pas de souci, mais on traitera tout ça peut-être un peu plus en détail lors de notre dernière soirée. On n'a pas encore prévu la date, mais où on parlera vraiment de toutes ces questions-là. Donc, quelle énergie pour demain dans notre région. Bonsoir, je m'appelle Guy Jimenez, je suis retraité, et vous parlez justement des photovoltaïques en forêt. Et l'EDF a un impact considérable par ses coupes à blanc sous la ligne à haute tension. Ça représente des milliers d'hectares. Et ça serait une source d'installation de panneaux. Si on ne peut pas faire pousser la forêt, on pourrait mettre les panneaux. Parce que des incidents de ligne, il n'y en a pas tant que ça, en vérité. Alors oui, c'est vrai que la déforestation, déboisement et débroussaillement au-dessous des lignes réseau gérées par le réseau RTE notamment pourrait être effectivement une opportunité pour mettre des panneaux. Je ne suis pas spécialiste en la matière. Ce qui est certain, c'est que si on crée un déboisement et un débroussaillement en dessous des lignes, c'est que ça reste des endroits où on a quand même encore pas mal, et on aura toujours des départs de feu, dès qu'on a notamment des
des vents importants, mais également on l'a vu pour la première fois cette année, dès qu'on atteint des températures qui dépassent 40 degrés, puisqu'on a vu sur le réseau Enedis ou RTE pour la première fois, sous l'effet des chaleurs, des arcs électriques se créer. Et si on met des panneaux photovoltaïques qui sont un des ennemis, parce que je vous rappelle qu'aucun sapeur-pompier au monde ne sait traiter un feu à proximité de panneaux photovoltaïques tant qu'on est en journée, puisqu'il y a toujours une production d'électricité en continu, ce serait sans doute une vraie problématique pour les incendies de forêt, même si ça pourrait être une solution, on le comprend bien, d'utiliser des espaces qui sont vides. Mais ça poserait sans doute d'autres sources. Quand même, les grands incendies de forêt en Californie sont dus au fait que justement les lignes n'ont pas été suffisamment donc aménagées et ont touché les forêts. Enfin, et la seule façon que les Américains avaient d'éviter les incendies là, qui étaient monstrueux en Californie, c'était de couper le courant, parce qu'en coupant le courant, en fait, ça limitait le risque de départ d'incendie en dessous des grandes lignes électriques. Donc il faut faire quand même un peu attention à ce qu'il y a en dessous des lignes électriques. Moi, je voudrais juste réagir quand même une seconde. Pierre Frappa, tout à l'heure, a défendu les insectes. Moi, je voudrais défendre un peu les forêts. Aline, tu as parlé de biodiversité, des milieux ouverts qui étaient tellement supérieurs à la biodiversité des forêts. C'est vrai parce qu'on a des forêts qui sont jeunes. Mais la biodiversité des forêts anciennes est extraordinairement plus élevée que celle des forêts jeunes et probablement aussi plus élevée que celle des milieux ouverts. Et c'est une biodiversité qui nous manque aujourd'hui. On n'a pas de forêt ancienne, donc il ne faut pas non plus tout le temps opposer la forêt et les milieux ouverts en matière de biodiversité, parce que sinon on oublie de cocher la case des vieilles forêts qui sont très très riches de ce côté-là. Et ensuite, par contre, pour le photovoltaïque, eh ben, ça va peut-être en choquer certains ici, mais je ne suis pas loin de rejoindre Aline. Elle est un peu provocatrice en disant ça, c'est la position du parc. C'est vrai qu'en tant que citoyen, plutôt que de sacrifier des zones de très forte biodiversité, des zones agricoles, il vaut peut-être mieux effectivement installer quelques parcs photovoltaïques dans des endroits où les forêts sont très pauvres, poussent mal, sont des bonsaïs. Mais attention, à condition de préserver les forêts anciennes et de préserver les forêts qui poussent bien. Voilà. Moi, je viserais surtout les parkings, d'abord. Les parkings, je veux dire là, regarde Auchan, on n'est pas loin d'Auchan. Ils ont fait un truc sur un petit coin là, mais tout le reste non. Et quand on regarde la quantité d'immenses parkings, nous ne parlons pas des bâtiments, mais normalement il faudrait y avoir des contraintes ou quelque chose mais, qui contraignent qu'on profite de ces endroits qui sont déjà bétonnés. Et si on faisait ça, on verra où on arrive, mais c'est quand même des surfaces considérables. Oui, bon. Donc, bonsoir, je suis Bertrand Fondelot, je suis étudiant en gestion forestière et je suis originaire du Luxembourg. Je vais reparler de l'énergie, parce qu'on vit quand même dans une société où la population augmente en France. On aura donc des besoins énergétiques, je pense, qui vont quand même augmenter, même si je suis d'accord qu'il faut essayer de les réduire. Et en termes d'indépendance énergétique, moi je vois la forêt vraiment comme une opportunité grande de réduire considérablement nos importations vis-à-vis du pétrole. Et peut-être aussi vis-à-vis qui est l'énergie plus polluante que si on fait des chaufferies à bois. Finalement, le bilan carbone il est zéro au final. Bon, si on enlève tout ce qui est coupe et tout ça, mais c'est minime. Et vu dans un contexte où on a des essences qui vont changer, et comment pouvoir augmenter comment dire. La question c'est, face à une ressource qui pourrait être vraiment bien plus mobilisée pour agrandir notre indépendance énergétique, est-ce que ce ne sont peut-être pas finalement des plantations plutôt vers le nord de la France de cèdre où on a moins de, je sais pas, hein, mais où on peut... D'arbres, parce qu'il y a tout de même toutes les espèces, on parle des insectes, après il y a les oiseaux. Mais je disais aussi que la France, c'est quoi? C'est 1%, ça représente, je ne sais pas combien on est sur le plan mondial, c'est pas nous qui consommons le plus de viande importée. Bon, enfin là, c'est tout un problème politique. Hein. Mais après, il y a les enseignants qui font énormément, qui expliquent aux enfants. On est en train de parler d'agriculture, il y a des jardins dans les écoles.
moi, je pense que chez nous, en France, il y a beaucoup plus de populations qui sont conscientes qu'elles doivent consommer local et puis que il faut que tout ça c'est un tout et qu'on ne peut au jour d'aujourd'hui aussi la forêt amazonienne. Je suis d'accord, mais au jour d'aujourd'hui, l'impact français sur la forêt amazonienne ou en termes d'empreinte environnementale est beaucoup plus fort que l'impact de n'importe quel Africain quand même. C'est-à-dire que notre impact à nous, elle est beaucoup plus forte. Elle est beaucoup plus forte. J'arrête pas de leur dire mangez moins de viande, faites attention. Je le dis et je me fais. Et puis roulez moins, roulez mieux. Habitez moins loin, habitez plus près de votre lieu de travail. Mais à chaque fois, je me fais incendier. En plus, comme je suis retraitée, je suis plus dans le coup, mais mais chacun doit être responsable. Mais je pense qu'en France, il y en a quand même beaucoup. Voilà, je laisse le micro. Je me permets d'intervenir parce que l'heure tourne, il est déjà 10h20, donc il y a 3 questions là qui vont être posées de mon côté. Je ne sais pas si Marie-Lynne tu en as du tien, mais on va peut-être prendre ces 3 dernières questions et après je vous invite à continuer la conversation ici. On sera encore disponible pour discuter avec tous les intervenants. Vous pouvez boire un coup ici. Donc 3 dernières questions et puis après on peut continuer entre nous. Jean-François Bataille, donc je reprends la parole par rapport à l'interface agriculture et forêt, parce qu'il me semble qu'elle n'a pas été trop soulevée. Alors je vais prêcher pour ma paroisse, parce que je travaille dans un institut qui s'appelle l'Institut de l'élevage sur la région. Et l'agriculture en forêt, ici, ça s'appelle le pastoralisme. Et j'ai l'impression que le pastoralisme, qui est une production très locale, notamment via la production ovine, reste peut-être une façon aussi d'intensifier la production forestière, etc. Vous n'en avez pas parlé, mais moi je pense que c'est le cas. Et donc les aménagements forestiers qui prévoient des aménagements pastoraux, des aménagements sylvopastoraux, voire les itinéraires techniques de culture de forêt qui sont sylvopastoraux, sont peut-être des solutions à mettre plus en avant, qu'elles n'ont été mises ce soir parce que c'est vraiment quelque chose de très méditerranéen. Et il y a un deuxième aspect aussi par rapport à la forêt qui est celui de l'interface de l'agriculture et de la forêt et de l'agroforesterie. Alors vous en parlez pas beaucoup, mais donc c'est peut-être que c'est pas si important que ça, le fait qu'aujourd'hui il y a un certain nombre d'agronomes qui pensent qu'il faut ramener l'arbre sur les terres agricoles et que par là, alors ça rejoint les questions de plantation dont tu parlais, des choses comme ça. Oui, alors planter des arbres n'est pas toujours mauvais, mais il vaut mieux planter des arbres en dehors de la forêt que dans la forêt, presque, je dirais ça. De manière très schématique, parce qu'on a toujours parfois besoin de reconstituer une forêt. En région méditerranéenne, vous le savez, mais je le redis, quand une forêt brûle, il ne sert à rien de la replanter. La forêt méditerranéenne est tout à fait capable, notamment grâce à des espèces comme le pin d'Alep, de se reconstituer spontanément sans que ça coûte un centime à personne. Ça prend du temps, mais ça se reconstitue. Par contre, planter des arbres en ville, c'est très important. Planter des arbres en milieu agricole, reconstituer des haies, pourquoi pas mettre des arbres dans les champs, très bien, il n'y a pas de problème avec ça, au contraire. Par contre, il faut toujours être mesuré sur... on ne va pas sauver la forêt, vous vous rendez compte, la moitié du territoire. On ne va pas sauver, entre guillemets, la forêt en replantant des espèces qu'on estime être mieux adaptées ou plus productives. Il y a la question de l'eau, il y a la question de... Voilà. Il vaut mieux faire confiance à la nature. Alors c'est très global ce que je dis, c'est pas du tout technique, mais le principe est là, en forêt, il vaut mieux faire confiance à la nature. Et par rapport au pâturage en forêt, c'est effectivement une des spécificités de la région méditerranéenne et ça va devenir de plus en plus important, puisque le couvert forestier permet quand même d'avoir plus de ressources en herbe, puisque ça va protéger l'herbe notamment des chaleurs estivales. Et donc on va avoir une ressource forestière que les troupeaux vont aller de plus en plus... une ressource fourragère, que les troupeaux vont de plus en plus aller chercher en forêt. Et par contre se pose là pour le coup un autre problème technique aux éleveurs, c'est qu'il est très difficile de protéger un troupeau de moutons dans une forêt par rapport à un pâturage ouvert, une estive ou un alpage. Beaucoup plus difficile de protéger un troupeau en forêt contre le loup que dans un milieu ouvert. En ce qui concerne le sylvopastoralisme, ça fait longtemps qu'on est dessus. À peu près 90 ou 95%
des surfaces ayant une ressource pastorale dans mes forêts sont concédées à un éleveur pour un pâturage, parfois très occasionnel, mais au moins un pâturage. Mais on est allé très loin dans ce sens-là, et je suis en train de me demander avec les techniciens de mon équipe depuis quelque temps si on n'est pas en train d'aller un peu trop loin. Ça pose un certain nombre de problèmes sur la régénération des forêts, sur la banalisation de la flore. Il faut quand même qu'on réfléchisse soigneusement à ce qu'on fait et qu'on ne fasse pas des choses irréversibles et qu'on n'aille pas surtout considérer que la forêt est le moyen de sauver le pastoralisme. Ça ne sera pas le cas et ça poserait d'énormes problèmes pour la forêt si on dépassait les seuils du raisonnable. Pardon, je voulais juste rajouter quelque chose rapide sur la question de plantation. Ce même Hans Schurcher, qui est un Suisse, un ingénieur forestier, il a beaucoup insisté sur le fait que planter des haies, mais aussi des bosquets, quoi, des vrais bois, quoi, par exemple dans le Beauce, dans des zones agricoles complètement industrielles actuellement, ce serait positif pour l'agriculture, pour le carbone et pour tout. Et vraiment de recréer un système mosaïque de forêt et agriculture, c'est tout à fait intéressant. Donc moi je pense que c'est vraiment la question comment tu le fais. Par exemple, derrière beaucoup de ces histoires d'eucalyptus, il y a Shell et Total, actuellement ils ont des plans absolument monumentaux pour planter énormément d'arbres, mais c'est effectivement les eucalyptus. Donc il faut se méfier qui est derrière. Mais un projet de ce qu'on appelle agroforesterie, en gros, c'est tout à fait intelligent. D'ailleurs, quand on parle de perte de biodiversité en termes d'oiseaux et d'insectes, on dit beaucoup sur les pesticides, mais en fait c'est beaucoup les haies, en fait, la disparition, enfin ce que disent beaucoup d'ornithologues, en tout cas pour la partie oiseaux, mais aussi insectes. C'est-à-dire que si on avait maintenu un certain nombre de haies, et c'est les différents remembrements successifs qui ont appauvri les paysages. Moi je suis complètement d'accord, il faut remettre des arbres partout, notamment. Alors en ville, il y a aussi beaucoup d'études qui le montrent. C'est 4 à 5 degrés pendant une canicule en moins, quand même. Une zone avec un parc, etc. Donc, et ça peut sauver des vies, en l'occurrence, quand la canicule est très forte. Moi, je voulais juste rajouter un mot sur les pâturages en forêt. Je m'appelle Valentin, j'habite autour de Fort-Calquier et j'ai parfois l'occasion de travailler dans la forêt, dans ce coin-là. Et du coup, c'est des forêts qui sont composées quasiment uniquement de chênes pubescents. Et qui sont super régulièrement pâturés par des troupeaux de brebis. Et moi, l'impression que ça me donne, c'est qu'au fait, ça empêche totalement le recépage. Parce que du coup, toutes les nouvelles pousses qui sortent, d'une année sur l'autre, on voit des petits cèdres ou des petits chênes rares qui partaient de glands. Ils se font manger direct par les pâturages. Et du coup, on n'a plus que des chênes en taillis qui restent et il n'y a plus rien d'autre après dedans. Moi, le ressenti que j'en ai, c'est que le pâturage en forêt, c'est bien de temps en temps, parce que je pense qu'un peu de stress, ça fait toujours du bien à la forêt. Mais que de surpâturer une forêt, c'est une connerie aussi grosse, voire encore plus grosse que de surpâturer une prairie. Je ne sais pas si c'était une question, c'est plus une affirmation. Bon, je trouve ça, à mon avis, un petit peu excessif. Peut-être sur cette zone-là que vous fréquentez habituellement, vous avez constaté ça, à l'échelle du territoire autour de Manosque. Je peux constater des indices de ce que vous dites, mais pas aussi grave que ce que vous l'indiquez pour l'instant. En tout cas, pas dans les forêts dont je m'occupe. Voilà. Moi, j'ai une question qui est un peu liée, parce que nous, en fait, je vis dans le même lieu. On a des chênes qui arrivent comme ça, mais ils ne sont pas tous mangés parce qu'il y en a qui sont dans les haies, qui sont dans les coins où il n'y a pas de bêtes qui passent, et ils ne poussent pas plus que ça. Jamais. Aucun. Surtout des centaines d'hectares. On a une espèce de colline là avec 1000 hectares, il n'y a aucun qui pousse. Je parle de glands. Des chênes de glands, pas de taillis. Donc, ça, il me paraît, c'est un problème génétique, mais je ne sais rien moi, mais plutôt génétique avec des souches qui sont très anciennes et des arbres qui sont beaucoup plus jeunes, et à un moment donné, mais en tout cas, j'aimerais bien comprendre pourquoi, en fait, on n'arrive pas à avoir des chênes. Et j'ai entendu que c'est un problème dans d'autres, enfin, dans la région, on n'arrive pas à avoir des chênes qui arrivent à pousser à partir de glands. Alors, ce que je peux dire, c'est que effectivement, dans les forêts qui sont les forêts les plus anciennes de notre territoire, c'est-à-dire les forêts qui existaient il y a 150 ans,
c'était effectivement des taillis de chêne et quelques forêts épinettes de pin d'Alep avant les pins noirs. Et ces taillis de chêne étaient surexploités et donc coupés en taillis et repoussés tous les ans des cépets. Dans ces forêts qu'on a héritées, ces vieux taillis, il y a effectivement très peu de régénération naturelle par gland. C'est ce que tous les forestiers constatent. Par contre, ce qu'on constate aussi, c'est que la surface de la forêt a doublé sur notre territoire depuis 150 ans. Moi, j'ai fait les calculs à l'échelle du parc entier. Donc, c'est pas juste Manosque, mais à l'échelle du parc entier. Donc, il y a 50 000 hectares de nouvelles forêts qui ont poussé depuis les 100 dernières années. On l'a bien vu sur les cartes qui ont été montrées. La moitié de ces forêts, c'est du pin d'Alep et l'autre moitié, c'est du chêne pubescent. Donc ça veut quand même dire que le chêne pubescent est capable de coloniser les anciennes terres agricoles à partir de glands. On dit merci au jet des chênes, qui a dû en planter un gros paquet. Mais voilà, c'est possible. Voilà. Et le zéar bouffier, s'il avait existé, on aurait certainement planté beaucoup aussi. Oui. Donc, ce coup-là, je me présente, Patrick Guernon, je suis agronome et je suis spécialiste de plantes aromatiques et médicinales, ce qui va expliquer ma question. C'est un problème permanent avec les forestiers, ils ne parlent que d'arbres. Or, dans la zone forestière, il y a bien autre chose que les arbres, il y a la strate arbustive, dont vous n'avez pas dit un mot. Donc j'aimerais bien que vous en disiez quelque chose, sachant que la strate arbustive est donc, voilà, le petit arbre, l'arbuste, en fait, etc., est très important en zone méditerranéenne, et d'autre part, fait l'objet d'une exploitation, disons, économique, en zone méditerranéenne, particulière par rapport à d'autres régions, d'autres zones de forêt. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais vous n'en avez pas dit un mot, donc du point de vue du changement climatique, etc., est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Qu'est-ce qui se passe? Parce que les dépérissements dont vous parlez, sur cette strate arbustive, on en constate énormément. On est des bons forestiers. Hein. moi, ce qui m'intéresse, c'est même le pin d'Alep et le chêne vert, je trouve que c'est pas vraiment des arbres, c'est pas assez haut. Donc alors tu sais, la strate arbustive. Mais non, trêve de plaisanterie sur... on a eu le problème du buis quand même, enfin, je pense que ça on peut en parler facilement, parce que le buis donc, a été attaqué donc, par un prédateur, voilà, enfin, ça, c'est un gros souci. Et effectivement, on a constaté des dépérissements assez importants de la strate arbustive, des fois plus importants que la strate arborée, parce qu'ils ont des racines qui ne vont pas aussi profond. Alors que beaucoup de ces espèces sont très résistantes à la sécheresse, hein, en théorie. Donc après, que dire de plus là-dessus, qu'il y a aussi des enjeux au niveau de la strate arbustive, je pense, pour les incendies, mais j'en sais un peu trop rien. Parce que si elle dépérit beaucoup, est-ce que ça peut... Voilà, je pense qu'il y a peut-être des enjeux là-dessus. Mais non, on a effectivement, on n'étudie pas tant que ça. Alors, je pense qu'il y a quand même des recherches là-dessus dans d'autres instituts. Personne ne sait rien, ça ne m'étonne pas. Bon, la pyrale du buis, tu vois, c'est déjà ça. Pas mieux, quoi. J'ai la désagréable tâche de vous couper la parole, mais de vous inviter en même temps à boire un coup pour ceux qui veulent et continuer les échanges avec nos intervenants qui étaient passionnants. Donc si vous voulez retrouver, moi j'ai écouté, mais il y a des éléments qui m'ont manqué, donc il y aura la vidéo qui sera en ligne de nouveau d'ici peut-être 15 jours. Vous invitez aussi à la prochaine rencontre sur l'eau, donc l'eau et changement climatique dans la région, qui aura lieu le 12 décembre.